Bonjour tout le monde. On est en live. Coucou tout le monde, on laisse le temps au chat d'arriver. On a un petit peu de retard, on a eu des problématiques techniques. On en est arrivé à parler d'électronique, d'installation, D'électricité. d'installation électrique, parce que bon, il se pourrait bien que la machine fasse des bizarreries. Donc on a la chance d'être tous les deux au Luxembourg. Du coup, bah autant faire ça directement ici. Voilà. Donc au programme, on va d'abord parler de Marc. Il va nous parler de son parcours avant les cryptos, comment il est tombé dans le trou du lapin, et aussi Ethereum France, un épisode de ta vie, AAV, le nouveau AAV, voilà, Ouais, et le nouveau Go aussi, votre stablecoin. Donc ça fait pas mal de sujets. Et après ça, on va se faire une petite session gaming sur Harry Potter. On a tout préparé. On a combattu de nombreux ennemis techniques pour pouvoir faire tout fonctionner, donc ça va être cool. Moi je suis assez impatient de jouer à Hogwarts Legacy puisque je l'ai à la maison sur la PlayStation 5. Mais comme j'ai pas mal de boulot, j'ai réussi à jouer un Ouais. petit peu ce week-end. Mais sinon, c'est ma compagne qui squatte la PS5. D'ailleurs, si elle nous regarde, je la salue. Mais a priori, elle ne nous regarde pas, elle est en train de jouer. Elle regardera peut-être le replay sur YouTube. Ouais. Du coup, je sais pas si vous l'entendrez bien, je pourrais augmenter son audio. On a fait un setup un petit peu particulier, on a le chat en face de nous, je vous laisse le temps d'arriver. Si jamais vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, le programme, ok, il est un peu faible, très bien, je m'en occupe. Le programme, ça va être de parler de crypto et de game. Et de pas vous casser les oreilles avec du son saturé, on a Carrément. essayé de faire le maximum. Très bien, donc du coup, Marc, avant d'arriver dans les cryptos, toi tu faisais quoi? Plein de choses, mais qui n'ont rien à voir. En fait, j'ai été juriste à un moment. D'accord. Enfin, jamais professionnellement, puisque je me suis enfui dans les cryptos assez vite. Mais j'ai fait des études de droit. Et l'informatique et le développement, c'était plus une passion et un hobby, avec aucune visibilité sur le fait que ce serait mon métier. Yes. Et puis je suis les mauvaises fréquentations, hein, tu sais comment ça marche. On est d'abord sur le droit chemin, on fait des bonnes choses et puis on rencontre des personnes qui nous ramènent vers d'autres personnes et puis c'est la spirale infernale. Et maintenant on est dans les shitcoins, hein. Bah oui, c'est ça. On est dans les shitcoins, mais quand même un peu beaucoup sur Ethereum. Tu considères pas comme un shitcoin Ah quand même. bah non, bien sûr que non. Mais les choses évoluent, hein. Moi quand je suis arrivé dans la crypto, j'étais plus bitcoiner qu'autre chose. Ouais. Et en même temps, c'était la seule proposition valable à l'époque. Je me suis un petit peu éloigné des cryptos après un premier cycle, qui était le cycle de 2013-2014. Revenu aux cryptos par le biais d'un ami en 2015, qui m'a Ouais. présenté Ethereum. Et j'ai tellement accroché, puisque en fait, l'intérêt, en fait, dans ces premiers cycles, on avait eu énormément d'altcoins. Donc il y a eu la première vague des altcoins qui a commencé en 2011 avec Litecoin, mais qui s'est popularisée dans le cycle de 2013 et 2014 avec les Dash, fonds, Ripple, voilà, XLM et tout. Ouais. donc on avait plein d'altcoins, mais la valeur ajoutée de ces trucs-là était pas très intéressante. Et surtout, moi j'ai eu une saturation à un moment-là. J'étais pas à fond dans les cryptos à ce moment-là, j'étais juste de loin par intérêt. Et je me suis dit, mais si n'importe qui peut créer un bitcoin, en fait, c'est une super idée, mais ça n'aura jamais de valeur. Mhm. Et quand un pote m'a parlé d'Ethereum, au début j'étais un peu réticent en mode bah oui, mais on a déjà eu le kebab coin, le bitcoin bleu, orange et Ouais. tout ce que tu veux, donc en quoi ça a de l'intérêt? Il m'a dit attends, il y a quand même une proposition de valeur qui est intéressante avec les smart contracts, qui était un concept assez révolutionnaire à l'époque. Et on a tellement accroché qu'on a créé un groupe pour discuter, puisqu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de communauté, on était vraiment au premier jour. Et ça a donné, suite à la création de ce qu'on a appelé l'Asset, Association Ethereum, qui par Ok. la suite est devenue Ethereum France, avec l'organisation de l'ETHCC, qui est la plus grande conférence européenne sur Ethereum. Et maintenant on en est à la 7e édition, cet été en 2023, donc ça a pas mal évolué. Et Ouais. c'est cool quoi. On passe à- Sixième plutôt, non? Non, je crois que c'est la 7e, là, ou Ok. 6e. Ok. Je sais Il me plus. semble que c'est Sixième, ETHCC peut-être. 6. Six. Ok. J'ai perdu du poids? Non, j'ai pas perdu du poids. C'est peut-être que je suis Sur un c'est- angle différent de caméra, peut-être. Voilà, exactement. Ça, Ouais. c'est la magie du cinéma, C'est hein. la magie du Parce que cinéma. croyez-moi, les gars, j'ai pas vraiment perdu du poids. Salut les luxembourgeois. Coucou à ceux qui arrivent dans le chat.
C'était quoi ce pétage de plomb de Stani A sur AAV? Ah, j'ai pas suivi. Pas suivi. Je pense que c'était pas un gros pétage de plomb, hein, si j'en ai pas entendu parler. Ouais. Après, n'hésite pas à nous donner du contexte, hein, mais a priori, non. Bon, du coup, très bien. Un passé, on va dire, selon toi, moins passionnant que la partie crypto. Après, tu arrives sur la fondation Ethereum qui devient ensuite Ethereum France. Moi, personnellement, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Dans mon ancien boulot, on parlait beaucoup de blockchain. On ne disait pas crypto, on disait blockchain, 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 un peu Bitcoin, mais surtout blockchain. C'était en 2015-2016. Et on m'envoyait des sources et c'était Ethereum France, en fait, hein. Ouais. C'était Ethereum France. Après, quand j'ai voulu creuser, c'était Open Classroom qui avait fait un super cours sur Bitcoin et la blockchain. Parallèle de ça, j'ai mon ami l'infréquentable qui est dans le chat d'ailleurs, qui m'a donné les fondements du fonctionnement du Proof of Work, déjà, de l'utilisation des différentes monnaies, les différences entre le BTC, l'Ethereum et le Monero. Et en fait, j'ai kiffé parce que c'était un moment de ma vie où je suivais beaucoup Kim.com, Mhm. qui voulait lancer Mega Upload 2 et qui voulait lancer un altcoin lié à Mega Upload. Ouais, on sous-estime l'importance qu'a eu le piratage et ce monde-là un peu en général sur l'adoption des cryptos. Bah bien sûr. Parce qu'il y avait beaucoup de trackers privés. Moi, bon, c'est comme tout le monde, hein, c'est pas honteux. Je télécharge les trucs. Moi, j'aime les films en bonne qualité. Ouais. Par exemple, je paye mon abonnement chez Netflix, chez Disney+, par exemple. Mais je trouve que la qualité, elle est pourrie. Et le choix, il est pourri. Et vraiment, j'ai aucun scrupule à aller télécharger des films en 4K et me faire plaisir avec le matériel que j'ai à la maison. Et donc j'ai toujours été un peu les deux. Quand il y a une bonne offre légale, bah, je me la paye et avec plaisir. Mais parfois l'offre illégale, elle est juste Ouais, je sais, supérieure à tous les mais points. ça, c'est un vrai sujet, hein. Et même parfois t'as pas le choix. En fait, c'est-à-dire ça n'existe pas légalement pour accéder à certains films un petit peu plus anciens, un petit peu plus machin. Et vraiment dans les trackers privés que personnellement je fréquente depuis longtemps. Bah souvent, il y avait des trucs où tu pouvais booster un peu ton ratio avec de la crypto au tout début. Yes. Il y a les toutes premières adoptions, tout le monde parle de la drogue, puisque effectivement ça existait aussi, le darknet, Ouais. mais il y avait aussi ces aspects-là, qui sont entre les deux, on va dire. C'est Bah, quand même illégal, mais... c'est entre clair. les Moi, deux. sur mon réseau, c'est vrai que ça a été... voilà, on sent tabou, hein. Ça a été beaucoup de gens qui achetaient de la weed, mais aussi des gens qui achetaient d'autres types de trucs sur le darknet, comme tu t'en doutes. Mais il y avait aussi les ventes. Bon, ça, c'était pas mes potes, hein, je tiens à le préciser. Tout ce qui était carding, tu sais, vente d'identifiants de cartes bancaires Ah oui. sur le marché noir. Ça, je voyais beaucoup passer, parce que je traînais beaucoup sur des gens qui faisaient du modding sur console, etc. Et ceux qui voulaient aller plus loin que craquer des PSP, ils tombaient dans les trucs cracra type carding, donc forcément, je le voyais passer. Qu'est-ce que je voyais passer d'autre? Tout ce qui était service pour DDoS à la demande. Ou pareil, s'ils prenaient du paiement en Bitcoin, parce que si c'était du PayPal, PayPal, il bloquait le compte. Donc il y avait ce côté très, très noir, mais c'est pareil que l'argent liquide finalement. C'est-à-dire que parler de financement du terrorisme, de trucs comme ça, tu le fais avec de l'argent liquide. Et puis sinon, il y en a qui auront aucune scrupule à faire de l'usage de faux sur des PayPal et ouvrir des PayPal à la chaîne avec des pièces d'identité volées. C'est juste que Bitcoin, ça facilite l'usage d'une certaine façon. Ouais. Et ça a été, je pense, les leviers déclencheurs de cette technologie. Maintenant, on en est loin parce que tout ce monde-là qui est une économie parallèle, une économie souterraine, je pense que les gens qui ont un peu calculé le truc, ils se rendent compte qu'un registre public distribué où tout le monde a une copie et à perpétuité, c'est-à-dire que toute personne qui a un nœud Bitcoin, quand on fait une transaction sur Bitcoin, elle est enregistrée pour toujours. C'est pas ouf pour faire des trucs qui sont pas très légaux, quoi. Ouais. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un truc illégal en utilisant la crypto, une blockchain publique, le temps est pas de votre côté. C'est-à-dire que si on vous chope pas maintenant, en fait, on peut vous choper dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, puisque la transaction, elle sera toujours là sur tous les nœuds. Donc, je pense que ça a capté que l'usage souterrain des cryptos, déjà, il a été dilué par la taille des cryptos aujourd'hui. Et en plus, on s'est vite rendu compte que c'est pas très efficace pour faire ça, quoi. Tiens, on a un message intéressant. Dans les dingueries illégales, j'ai eu l'ancêtre de Bitcoin, à savoir Liberty Reserve. Tu as connu Capet, ça te parle, toi, ça ou pas? C'est effectivement l'un des ancêtres. Il y avait le Liberty Dollar. C'était centralisé, par contre, c'était pas du tout une blockchain.
Et ça a mal fini pour le créateur, hein. Je crois qu'il a eu des peines de prison, ou je ne sais Ouais, quoi. c'est un dollar parallèle, c'est ça? C'est un Ouais, gars qui a c'était émis, Liberty Dollar, je crois que hmm. ça s'appelait. Je crois pas que le nom c'était Réserve, Liberty Réserve, ou peut-être que je me trompe. Mais peut-être qu'il y en a eu d'autres aussi. Mais, ouais. Mais il y a eu en fait Bitcoin, ce qu'il faut bien comprendre dans son histoire. Après, je suis pas un spécialiste non plus de l'histoire de Bitcoin, mais c'est que c'est une des itérations nombreuses de quelque chose qui était un mouvement qui durait depuis plus d'une décennie, voire Ouais. plus que ça, qui est presque aussi vieux qu'Internet. Et c'est juste l'idée incroyable de Satoshi Nakamoto, c'était d'associer différents trucs. Donc cette idée de blockchain, plus cette idée d'avoir le proof of work. Et la vraie révolution, c'est le proof of work, quoi. Mm. Ouais, et puis Associé dans ce concept de blockchain. d'une certaine façon, on peut dire aussi ubériser la banque centrale. Ubériser la... Oui, bon, c'est une manière de voir les choses, Ouais. effectivement. C'est en tout cas privatiser l'émission monétaire et pas rester sur des monnaies électroniques qui sont en fait des euro BNP, euro Société Générale, etc. Moi, je etc. suis bien d'accord avec ça. Et il y a un truc qui est assez... Désolé, je me bouge. Il n'y a aucun le problème. micro, mais... T'inquiète pas. Il y a un truc qui est assez important pour le mouvement libertarien, on va quand même pas se le cacher, il y a une grosse partie du début de la crypto, en tout cas, qui vient un peu de ce mouvement-là, qui est de séparer la monnaie et l'État. Oui. L'un des grands mouvements de l'histoire occidentale, c'est de séparer la religion et l'État. C'était vraiment de distinguer ces choses-là. Et il y a un peu ce mouvement-là aussi, de se dire on sépare l'argent et l'État, parce que, et c'est un courant de pensée auquel personnellement moi je suis assez d'accord, hein, mais chacun peut avoir ses propres opinions là-dessus. L'État a toujours tendance, s'il a l'imprimante à billets, à l'abuser tout simplement. Bah ouais. Parce que c'est trop facile, pourquoi se faire chier? Bah, c'est clair, et puis il faut bien Il suffit financer. d'appuyer sur un bouton et l'argent arrive. Donc, Faut bien financer la guerre. Hein. aussi. Et depuis Napoléon, ça se passe toujours comme ça. Et tu parles de l'Occident, les Américains, pour le Vietnam, mais pas que, ils ont vraiment appuyé sur la planche à billets de fou. Ouais. Et là, on le fait un peu sur l'Ukraine aussi, on va pas se mentir. Disons qu'on imprime de l'euro et du dollar, quoique les Américains, là, ils commencent à se calmer. Je crois qu'ils ont refusé de faire des livraisons d'armes récemment. Ouais, c'est possible. Mais effectivement, c'est que c'est beaucoup plus dur de faire la guerre si on doit vraiment payer les factures avec du vrai Bah ouais. argent. Bien sûr. Bah, de toute façon, ça, c'était qui disait ça? Je sais plus si c'était De Gaulle. Enfin, en tout cas, De Gaulle le laissait sous-entendre quand il a récupéré l'or aux US, mais je crois que c'était François Asselineau, le politique qui bossait avec Chirac et compagnie, qui expliquait que, en fait, les US, à un moment donné, ils avaient plus l'argent pour financer la guerre du Vietnam, et donc ils ont poussé ce changement de paradigme monétaire où ils ont cassé l'accord de Bretton Woods et tu sais, les talons or. Ouais, mais Pour pouvoir 71, c'était déjà plié la guerre du Vietnam, 71, 74. Ça peut être une théorie, hein, mais je suis pas sûr. De toute façon, Pas sûr. on ne saura jamais. Pas sûr. Chacun peut faire sa propre opinion là-dessus. Je me permets de réagir au chat parce que je sais Oui. pas, ils sont en roue libre là-dessus. En fait, c'est pas une news de fou ou quoi que ce soit. C'est que Stani, il va être papa. Et donc il a fait l'annonce, et il y a des gens qui sont montés le bourrichon et qui pensaient que c'était un truc qui était lié au protocole AV. Et du coup, ils ont spéculé là-dessus. Donc le cours du token est monté fortement. Puis quand ils se sont rendus compte que voilà, c'était juste Un enfant. un être humain qui fait des enfants, ça arrive, surtout quand on approche de la trentaine, etc. C'est des choses qui peuvent arriver. Et ils ont été frustrés. Mais les gars, si vous faites des longues fois 100 en mode... soyez des investisseurs responsables, quoi. Bah bien sûr, bien sûr. C'est quoi le problème? Mais bon, c'est parce que particulièrement en ce moment, à chaque cycle, c'est encore plus drivé par le pognon, j'ai l'impression, ce marché. Hein. Ouais, mais Enfin, t'as deux extrêmes en on fait. reste des êtres humains, tu vois. Ouais. Moi, je suis content pour Stani. C'est un être humain qui bosse beaucoup et qui a créé AV et qui continue de bosser sur AV. Mais c'est aussi un être humain qui va être papa et on peut être juste content pour lui laisser un petit message sur Twitter en mode félicitations et puis Bien sûr. passer à autre chose, quoi. Bien sûr. Et bah du coup, on va vous donner un petit peu de contexte, effectivement, parce que on parle un peu comme si tout le monde nous connaissait.
Peut-être qu'il y en a qui sont arrivés en plein milieu. Mais Marc, aujourd'hui, bosse pour, on peut le dire, c'est le plus gros protocole DeFi de lending borrowing qui existe, Bah, le plus gros de l'écosystème crypto. qui s'appelle AAV, qui est donc un protocole qui vous permet d'emprunter des fonds ou d'en prêter moyennant taux d'intérêt. Donc toujours dans cette logique de décentralisation. Et toi, tu fais partie des employés de cet organisme. Alors comment ça se passe? Plus C'est une maintenant. DAO? Plus maintenant. Comment ça se passe? Tu peux nous expliquer justement? Alors, il y a plus de 3 ans maintenant, j'ai rejoint Hetlen, qui est l'ancêtre d'AV, Ouais. puisque Hetlen s'est lancé en 2017, qui faisait la même chose, mais sous un modèle différent. Hetlen, à partir de 2019, a commencé à travailler sur un nouveau modèle qui est devenu AV ensuite. Et donc, j'ai rejoint en 2019 pour préparer ce lancement-là. Et donc, quand je bossais pour AV, je bossais pour la AV Company, c'est-à-dire l'entreprise qui a inventé le protocole AV et qui est dirigée par Stani Kuleshov, dont on parlait. Et en décembre, donc il y a 2 mois maintenant, Ouais. le temps passe vite, j'ai quitté l'AV Company pour travailler maintenant pour la DAO. Donc je ne travaille plus pour une entreprise, je ne suis plus employé. Maintenant, je suis un délégué de la DAO. Pourquoi? Parce que le protocole AV, c'est décentralisé, c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée, DeFi. Mhm. Et donc, il est contrôlé à 100% maintenant par les gens qui ont du token AV. Et donc, n'importe qui a du token AV peut faire des propositions, peut pousser ce qu'on appelle des AIP, du code informatique qui viendra modifier le protocole AV et, et participer directement à la gouvernance et participer directement au changement d'AV. Donc c'est en fait un signe de maturité pour AV. C'est-à-dire qu'au lieu d'être géré par une boîte, on est de plus en plus géré par... slash bin. Salut Romain, qui se reconnaîtra. Il a l'air beau gosse le petit. Je termine. Donc c'est un système de maturité, c'est qu'au lieu d'être géré par une boîte, et c'est ça aussi la vision de la DeFi, maintenant c'est géré par une DAO directement, et je travaille pour la DAO. Donc si vous avez du AV, eh ben, vous êtes mon patron. Genre directement. Ok, très bien. Et vous pouvez me virer aussi. Petit, on va en parler, tiens, ça c'est intéressant. Alors, petit rappel, là aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément toutes les terminologies, une DAO, c'est une organisation autonome décentralisée, mais on dit DAO parce qu'en anglais ça fait Decentralized Autonomous Organization. Et donc, le principe, c'est au lieu d'avoir, comme dans un modèle classique associatif ou autre, une hiérarchie, en fait, tout le monde est au même niveau. Et tout le monde a un rôle pour faire évoluer le protocole. Donc là, on parle d'un protocole de finance, voilà, décentralisé. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir participer, eh bien, tu utilises le jeton de ce protocole, jeton qui a une valeur monétaire. On pourrait très bien avoir une DAO avec des jetons qui n'ont pas forcément de valeur monétaire d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Différent, ouais. En fait, on pourrait imaginer une DAO sans jetons qui ont de la valeur monétaire, qui n'ont pas de valeur monétaire. Et dans le cadre, par exemple, d'une DAO qui ferait le choix d'avoir un utilisateur, une voix. Donc un truc un peu dans le modèle des démocraties représentatives. Aujourd'hui, quand vous allez poster votre vote aux élections de votre pays, si vous êtes français, votre voix a autant de valeur que Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche de France, voire du monde, ça dépend des fois. Quand vous avez une action de Bernard Arnault, c'est LVMH, hein, oui. Ça Oui, il n'y a aucun problème. Non, c'est bon. C'est bon. Parfois, j'ai des bugs. Quand vous avez une action LVMH, vous pouvez voter ce que vous voulez. Bernard Arnault, il en a un petit peu plus que vous, a priori. Sinon, bravo. Hein, bravo si vous en avez plus que lui. Vous avez bien réussi dans la vie. Et donc, votre voix a beaucoup moins d'importance. Et donc, aujourd'hui, dans les DAO de la DeFi, chaque token est une voix. Et donc, si on a plein de tokens, on a plus de pouvoir de vote. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle avoir skin in a game, donc un enjeu dans la proposition, qui fait qu'il y a 2 choses qui sont importantes. La première chose, c'est que sur Internet,
c'est impossible de savoir il n'y a qu'une seule personne derrière une adresse, ce qu'on appelle les attaques civiles. Donc je pourrais demain créer 100 000 comptes et voter 100 000 fois si j'en ai envie. Et donner l'illusion extérieure qu'il y a plusieurs personnes. Voilà, donner l'illusion qu'il y a plusieurs genres, je pourrais botter les choses, etc. Et deuxième chose, si mon vote, moi j'ai pas d'implication financière dans l'histoire, je pourrais prendre des décisions qui seront complètement délétères pour le protocole, parce qu'au final, j'ai rien à y perdre. Ouais. Alors que là, quelqu'un qui a beaucoup de AV, s'il fait n'importe quoi, ces AV, ils auront peut-être moins de valeur. Et s'il prend des décisions qui sont plutôt bien pour le protocole, peut-être que ça aura plus de valeur. C'est pas forcément automatique, parce que la loi des marchés, les marchés font un peu ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est un peu la logique sous-jacente. Et donc, on en est un peu là-dedans. Il y a cependant une troisième loi, un petit mais, c'est que la DAO, c'est aussi une démocratie représentative liquide, dans le sens où moi, je suis un délégué. Donc, actuellement, j'ai 220 000 AV de pouvoir de vote. Je suis le plus grand délégué de la DAO AV. 220 000 AV, au cours actuel, ça fait pas mal d'argent. Ça fait beaucoup, beaucoup de millions. J'ai pas à me plaindre dans la vie, mais je ne possède pas 220 000 AV. J'aimerais bien, hein. Si vous voulez me les donner, il n'y a pas de problème. Mais je ne possède pas 220 000 AV. J'ai beaucoup, 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 beaucoup moins que ça. Donc, d'où vient ce pouvoir de vote? Ça vient de vous qui nous écoutez. Ça vient de tous les gens de la communauté qui suivent ce que je fais dans la gouvernance. J'ai fait un petit programme, une déléguée de plateforme, donc c'est comme un programme politique qui dit voilà ce dont j'ai envie de faire pour AV et je fais des propositions. Et si les gens trouvent que c'est intéressant, ils peuvent directement par le smart contract, en un clic, en une transaction, me déléguer leur pouvoir de vote. Donc moi j'ai 220 000 AV, mais ça représente des milliers de personnes qui ont un AV, 0,1 AV, 100 AV, 10 000 AV. Et ça, c'est complètement liquide. C'est-à-dire que si demain, je me mettais à faire n'importe quoi et que les gens disent il a changé Marc, il fait n'importe quoi, ils ont aussi un clic à faire et je n'ai plus leur pouvoir de vote. Donc c'est pour ça que je dis vous êtes tous mes patrons et vous pouvez me virer aussi. Yes, je propose qu'on arrose la plante. Effectivement, il va falloir que je m'en occupe. C'est réel. Trêve de plaisanterie. Donc c'est le principe de la preuve d'enjeu déléguée qu'on retrouve sur de nombreuses blockchains modernes. C'est arrivé avec BitShares, je crois, à l'époque. C'est arrivé, ouais. Après, nous, on est un protocole, on n'est pas une blockchain. Oui. Donc, on va pas trouver des blocs. Mais c'est une très bonne analogie puisque les propositions de modification de protocole, ça entérine un avant et un après au niveau du code, quoi. Alors, comment ça se passe, justement, qu'on comprenne bien? Si je veux proposer, j'ai un site internet, j'ai un Discord, comment se fait la proposition à AV aujourd'hui? L'interface. Gouvernance.av.com. Première chose, c'est un forum de discussion qui est accessible absolument à tout le monde. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir le moindre AV. Alors, il faut suivre un petit peu les règles. Donc, c'est ouvert à tous, mais pour que ce soit un petit peu organisé, il y a plus de 150 000 token holders de AV. Donc, t'imagines si tout le monde arrivait et disait machin. Donc, tout le monde a le droit Effectivement, Slashbean, j'avais vu ces plantes-là à l'époque. Et c'est une autre histoire. et, donc, il faut suivre un petit peu les règles. Il y a ce qu'on appelle des standards qui permettent d'avoir des choses qui sont un petit peu faciles à gérer, entre guillemets. Ça, c'est la première étape. La première étape, ouverte à tout le monde. Il suffit de suivre les règles. Deuxième étape, si il y a un certain consensus au niveau de la communauté à ce niveau-là, il y a un vote sur Snapshot. Snapshot, c'est une plateforme qui permet de voter mais sans faire de transaction. On fait juste des signatures avec son wallet, ce qui permet de ne pas payer des frais de transaction. C'est-à-dire que si on est un petit token holder, on n'a peut-être pas envie sur Ethereum de payer 5 $, 10 $, 15 $ pour voter. Du coup, c'est quand même intéressant d'avoir ce système-là. Ça permet d'avoir une voix pour tous les petits hodlers, et c'est très important. Et ça évite des détournements de fonds aussi? Là, tu paies pas, donc déjà ton argent il part pas du wallet. Oui, mais bon, c'est... Oui, je te dis ça parce que sur la partie NFT, il y a eu beaucoup de... Ah oui, mais les NFT, c'est les Far West. De piratage de Discord et de détournement. Ça, c'est encore autre chose. Et si ça passe, là aussi, il y a des standards, il y a des quorums, etc. Là, on passe directement sur la blockchain. C'est ce que j'ai publié aujourd'hui. J'ai fait une AIP pour
pour lister le LUSD de Liquity sur AV. Donc ça a été posté aujourd'hui. Si vous allez sur application.app.av.com et gouvernance, vous allez voir la proposition qui vient d'être postée. Et là, par contre, c'est du vrai code informatique. Et du coup, c'est la toute dernière. Vous me dites si vous voyez bien. Désolé si ça fait un peu cracra la cam. Les potes, vous nous en voudrez pas. Je vérifie 2 secondes d'ailleurs. Non, on n'a pas de bug de clipping, mais on va quand même pas faire le fou. C'est le problème technique. Là, voilà, vois, donc là, les 3 dernières propositions sur AV, c'est moi qui les ai faites. En ce moment, je suis bien actif. Mais voilà, ça permet. Donc là, on est sur du code informatique. Donc c'est directement sur la blockchain. On vote sur la blockchain directement. Et donc je présente que... d'ailleurs, j'ai fait une faute. Vous pourrez le savoir. Je me rends compte maintenant que c'est posté, mais bon, comme quoi, j'ai marqué diversity 2 fois. C'est parti diversity. Voilà, on aime bien la diversité à la Medchain Initiative. Et donc j'explique que le LUSD, ça va pas être en mode isolation. On va pouvoir l'emprunter, mais on va pas pouvoir s'en servir comme collatéral. Et qu'on pourra en emprunter jusqu'à 1,2 million de dollars, puisque c'est un stablecoin, et qu'on pourra le déposer jusqu'à 3 millions de dollars. Et si tu descends un peu, donc ça c'est la version lisible, entre guillemets. Si tu descends un peu, là il y a le code directement qui a été écrit pour lister ça. Et tu peux aller par exemple sur Proposal Code, mais on y va vite faire. Hein. Ouais, bien sûr. Et là on voit que j'ai écrit ça. Donc on voit mon compte en Solidity. Et ça peut faire un peu bizarre si on n'est pas technique. Mais en gros, le Solidity, c'est pas de la magie. Je définis un contrat qui s'appelle V3 Ethereum LUSD. Je mets une constante du token qui s'appelle LUSD. Je mets un price feed pour savoir c'est quoi la valeur d'un LUSD. Et ensuite, je crée une configuration. Et cette configuration, elle est balancée directement dans le smart contract de gouvernance. Donc vous voyez, le code, il n'y a rien de super fou. Et bien sûr, j'ai fait ça, mais c'est review par la communauté. Donc là, c'est BGD Labs, qui sont des gens qui travaillent pour la DAO, qui sont allés vérifier mon code et qui se sont dit, ça va pas casser AV. Et ça, c'est quand même plutôt important qu'il y ait plusieurs perdus, puisqu'on parle de choses où il y a des dizaines, des centaines, voire des milliards de dollars. Il dit, t'as fait ça sur ChatGPT, à vous. Franchement, ChatGPT, ça s'améliore. C'est pas encore assez bien, mais on y arrive, un jour. Attends, je suis en train de me faire troll. Ah non, mais je peux aller là, sur Etherscan. Voilà. Etherscan. Pour ceux qui veulent le contrat, tu vas sur Token Contract. Et après, alors ils ont changé... Non, c'est là, contrat. Et Read as Proxy, puisque c'est derrière un proxy. Et là, on peut voir ce qui se passe, quoi. Ça, c'est la délégation. Donc, par exemple, si tu descends un peu, tu as un truc qui s'appelle Delegate. Delegate by type. Ah oui, parce que là, tu es dans les reads, c'est-à-dire pour savoir sur mon adresse combien j'ai de pouvoir de vote, etc. Si tu vas sur la partie write, donc on peut lire des données sur un smart contract, mais on peut aussi interagir avec un smart contract. Là, tu vas voir que si vous avez des AV, vous pouvez déléguer directement à une adresse. Et si vous le faites à la mienne, j'aurai plus de pouvoir de vote. Et voilà. Yes. Bon, j'imagine il y a des tutos pour expliquer un petit peu tout ça. Ouais, y a Alchemy qui fait un très très bon tuto, si ça vous intéresse, le Solidity. Alchemy comme ça ? Ouais, Alchemy, je sais plus, Solidity, machin. Voilà, Learn Solidity. Ça, c'est très très bien. C'est recommandé. Je vous recommande, si vous n'avez jamais fait de code avant, de faire du JavaScript quand même un petit peu. D'avoir des bases sur des langages de programmation un petit peu plus faciles d'accès, je dirais. Et après, allez-y. Moi, je suis un très mauvais développeur, clairement. C'est rien à foutre. T'as appris les bases et puis voilà. C'est tout. Et d'ailleurs, t'as appris direct pour Solidity ou t'as quand même une époque JavaScript Dallas Corben dit quelque chose de très vrai. Node Guardian, c'est génial. Vraiment, c'est très très bien. C'est fait par la communauté, puisque c'est Sam du journal du coin, et qui maintenant est de Node Guardian. Et ça, en plus, c'est en mode gamification.
Alors, tout n'est pas niveau débutant, pour Non, être pas honnête. encore. Pas encore, ouais. Moi, il y a des trucs, c'est au-delà de mon niveau, hein. Ouais. Clairement, hein, je suis en PLS total. Mais ça peut être bien, hein. Franchement, n'hésitez pas, hein. En tout cas, les trucs d'introduction, ça vous met dans le bain. Après, c'est vrai qu'il leur manque des trucs vraiment débutants. Ouais, Mais en je même lui ai dit. temps, Je lui ai dit, il le sait, hein, de toute en façon, même temps, mais- il est malin. En gros, former des gens, c'est bien. Certifier entre guillemets des gens et pour pouvoir les recruter après, parce que la réalité de l'écosystème, c'est qu'il n'y a pas assez de développeurs. Ouais. Il y a plein de gens dans la crypto, mais tout le monde veut trader et personne veut build. Donc, c'est aussi bien d'avoir des trucs niveau intermédiaire pour détecter des gens qui sont aptes à aller bosser. Désolé, je fais un petit peu de régie, les copains, et je fais en sorte que ça ne bug pas. Pour le moment, tant mieux, ça ne bug pas. C'est pour ça qu'on a eu un petit peu de retard. Mais au moins, ça se passe correctement. Donc, comme le disait Linfray, je suis d'accord. C'est super propre comme implémentation DAO, car généralement, les proposals sont exécutés en mode fais-moi confiance par une multisig. Ouais, il n'y a pas de multisig sur AV, tout se fait directement sur les smart contracts. Il n'y a personne sur Terre qui a un bouton magique pour changer le protocole. Ouais. La seule manière de modifier le protocole AV, c'est ce qu'on a vu ensemble. Et du coup, la seule manière, c'est que des gens qui ont du AV disent oui ou non. Mhm. Et si les gens disent non, bah c'est ciao, bye bye. Mhm. Et qui que ce soit, hein, que ce soit Stani Kulechov, que ce soit moi qui ai plein de pouvoirs de délégation, ou que ce soit n'importe qui, si les token holders disent non, c'est non. Et il n'y aura pas d'autre débat, quoi. Je vais remettre la scène principale. Je voulais leur montrer Minscan, par exemple, donc sur Cosmos. Normalement, on a un onglet avec les proposals, mais ils ont encore changé leur interface, alors je vais pas la Cosmos, trouver. j'y connais rien. Minscan, proposal, je vais voir. Voilà, Cosmos Proposal. Je suis obligé de repasser par Google parce qu'ils ont changé l'interface. Mais voilà, tu peux voir les différentes propositions qui sont faites. Et pareil, donc c'est posé par écrit ce qui est proposé, mais après, pour ce qui est de l'exécution, et bah, ça a quand même des gens qui vont devoir pousser le code sur Cosmos, donc il faut leur faire confiance. Après, c'est une question de maturité. Moi, je ne Mm. peux pas Enfin, il faut comparer ce qui est comparable. AV, c'est un projet mature. C'est-à-dire qu'AV, l'aventure AV, c'était de l'aventure Headland, donc c'est 2017. Même sous le nom AV, c'est 2020, donc c'est 3 ans, et 3 ans dans la crypto, c'est long. Mhm. Et on ne peut pas demander à un projet qui a commencé il y a 6 mois d'avoir la maturité d'un AV qui est numéro 1 mondial dans son secteur et qui a vraiment bossé la décentralisation dès le premier jour. Mais si tu regardes, et ouais, je te le dis, et en toute transparence, et c'est normal, c'est parce que c'est un processus, si tu regardes AV V1 en 2020, bah, on n'est pas méga décentralisé non plus, hein. Ouais, bien sûr. On était aussi là-dedans, quoi. Donc, c'est. Disons que moi, je suis très attentif en tant que membre de la communauté à la direction dans laquelle vont les choses. Si les gens sont pas parfaitement décentralisés, mais que tu sens qu'il y a la vibe et qu'on y va petit à petit, bah, c'est normal, on prendra de la maturité, très bien. Si je sens que la vibe, c'est plutôt ouais, on fait de la crypto, mais en fait, on s'en fout, on Ouais. est là pour gagner du pognon avant tout, bah, ouais, ça m'intéresse moins. Bien Après, sûr. chacun son truc, hein. Moi je respecte tout le monde, hein, mais je sais pourquoi je suis dans l'écosystème, quoi. Mais en tout cas, moi, Atom, j'aime bien. Si je te posais la question rapidement, t'en penses quoi, toi, de Atom en tant que vision de chaîne souveraine, de IBC, tout ça? Moi j'y pense rien, ni du bon ni du mauvais. En fait, c'est une réalité, c'est que pour être à fond dans un truc, et c'est ce que je suis à fond dans la DeFi, je suis à fond dans l'Ethereum, bah du coup je fais le choix d'être naze dans le reste. Et ça c'est tout le principe de la spécialisation. C'est-à-dire que je pense que je peux me défendre tranquillement du côté d'Ethereum, du côté de l'EVM, du côté de la DeFi. Mais par contre, tu me sors les NFT, j'y connais rien. Genre, Ouais. j'y connais ça, rien du tout. Tu me Je sors comprends. Cosmos, j'y connais rien. Bitcoin, si je connais certaines choses du fait de mon historique et que je suis arrivé par Bitcoin. Mais il y a plein de trucs où en fait, on peut pas être expert en tout. Donc moi, en toute sincérité, bah, j'y connais rien, donc j'ai pas d'avis. Mhm. C'est compliqué d'avoir un avis quand on s'y connaît pas du tout, quoi. Bah ouais, tout à fait. Tout à fait. Je vais remettre le chat. Hop, super. Je vais remettre le retour. On est bon. Ok, très bien. Alors moi, je m'étais noté des trucs. Eh bien, on a parlé d'AAV rapidement. AAV, ça fait quoi?
quand même le rappeler pour parce qu'on est allé loin. Ça fait quoi? Ça fait 35 minutes qu'on parle, mais en fait, déjà, à la je base, suis c'est bavard, quoi? hein, AAV, désolé. il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, mais AAV, ça fait quoi exactement? Eh ben, en fait, on a un protocole de liquidité, c'est-à-dire qu'il y a des actifs qui sont sur les marchés AV. Tu les as montrés tout à l'heure, donc les gens ont pu voir rapidement. Donc il y a des dizaines d'actifs hein, et c'est leur présent remontre, là. sur différentes blockchains. Donc là, ce qu'on voit, c'est AVV3, donc la toute dernière version qui est sortie il y a quelques semaines maintenant, qui est sortie sur la blockchain Ethereum. La VV3 est aussi présente sur Polygon avec d'autres actifs, du coup, sur Arbitrum, un layer 2 d'Ethereum. Enfin voilà, il y a toute la liste qui est sous vos yeux actuellement. Et donc on peut disposer des actifs et 80% de nos utilisateurs statistiquement s'arrêtent là. C'est-à-dire ils déposent des actifs et du coup ils touchent un rendement, c'est ce qu'on voit le supply APY. Et donc là par exemple si quelqu'un va sur Polygon, dépose de l'USDC sur AV, il va toucher 1,79%. Et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça, mais ça leur va très bien. Maintenant, il y a une minorité des utilisateurs en nombre d'adresses, mais bien sûr une majorité du volume. Ça, c'est les réalités des lois de la finance, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui font la plupart du volume, et ça a toujours été, hein, c'est l'histoire, c'est comme ça que fonctionne le monde, qui, eux, vont déposer des actifs, s'en servir de collatéral pour pouvoir aller emprunter d'autres actifs. Donc par exemple, si je suis Ethereum maximaliste, comme on aime bien me mettre dans la case dans la communauté, j'ai de l'Ether, c'est bien d'avoir de l'Ether, de mon point de vue. J'aimerais bien avoir plus d'Ether. Donc, comment je fais? Je dépose mes Ethers sur AV, je m'en sers de collatéral, et je vais pouvoir emprunter des stablecoins, par exemple de l'USDC, échanger ces USDC contre plus d'Ether, redéposer ces Ethers sur AV et prier pour que les Ethers descendent pas trop pour pas que je me fasse liquider. Donc en fait, c'est comme avoir une position longue sur l'actif, mais avec un levier très faible. Donc ça peut être plutôt cool. Mais il y a forcément un risque qui apparaît par là. Parce que si la valeur de ma garantie, de mon collatéral, diminue trop fortement, il y aura une liquidation. Et tu perds tout. Et tu perds, non, tu perds pas tout. Tu perds. Ah bon? Il faut dire que je perds tout? non, mais justement pour que les gens nous écoutent. Non, tu perds pas tout, mais tu perds une partie de ton collatéral pour rembourser ta dette. Après, toute position est surcollatéralisée, c'est-à-dire qu'il y a toujours sur AV plus de collatéral que de dette. Ce qui permet de faire en sorte que le système ne s'écroule pas à la moindre baisse de prix. Et du coup, on le sait, hein, en 2022, ça a été plutôt actif sur ces côtés-là. Et on n'a pas eu trop de soucis du côté d'AV. Ça, c'est marrant. Tu veux passer à la caméra ou pas? Ouais, on est entouré par les chats. Ils sont mignons. Hein. Ouais. Moi, je suis vraiment... les gens de la communauté le savent, hein, je suis pro-chat. Donc, Moi, j'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup les chiens, les furets, j'aime beaucoup les bestioles de manière générale. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et lorsqu'on emprunte, on paye des intérêts, puisque il faut bien payer l'utilisation de cette liquidité. Ces intérêts revont aux gens qui ont apporté de la liquidité, moins des frais qui vont. Et ces frais, le reserve factor, c'est un pourcentage des intérêts qui sont payés, va directement à la DAO d'AV. Yes, très clair, très clair. Et aujourd'hui, AAV, c'est un protocole qui est rentable. Aujourd'hui, là, oui. Sur les 2 dernières années, il y a un peu plus de 65 millions de dollars qui ont été collectés par la DAO. Il y en a à peu près, je crois qu'il en reste actuellement 25 ou 30. Il y a un site qui permet de traquer ça? La blockchain, c'est ça qui est cool. Tu peux aller par exemple là dans Market. Attends. Donc, non, t'es dedans. On se fasse troll. Non, mais c'est pour. Ah, pardon. Pas de souci. Donc, dans Market. Dans Market, tu cliques sur n'importe quel actif, donc l'USDC par exemple. Tu descends un peu. Ouais. Et tu vas Collector Contract. Donc, tu cliques là-dessus. Stylé. Et ça te donne le smart contract qui regroupe tous les actifs qui appartiennent à la DAO sur la blockchain Ethereum. Alors, on est sur différentes blockchains. Et là, tu vois token holding 16,2 millions de dollars. Donc si tu prends l'adresse pour que ce soit un petit peu plus lisible pour les gens et que tu la balances dans Desbank par exemple. Desbank, c'est une très bonne interface si vous n'utilisez pas. C'est plutôt cool.
Ça permet d'avoir une visualisation un peu des trucs. Là, on voit qu'il y a 16,4 millions de dollars sur la blockchain Ethereum. Et ça se consiste en quoi? Nous avons 300 000 balles, donc pour 2 millions de dollars, 300 000, presque 300 000 USDC, 104 Ether, de l'USDT, etc., etc. Et donc ça, il faut bien voir qu'il y a le même contrat sur toutes les blockchains. Donc il y avait quelques millions sur Polygon, quelques millions sur... donc il n'y a pas besoin... Tu peux le faire sur Nansen aussi. Ouais, moi, pourquoi je parle de ça, c'est que si jamais vous voulez pas dépenser le moins de centimes, vous pouvez connecter votre wallet et vous pouvez créer un folio ensuite et vous déposez toutes les adresses, comme ça vous pouvez regrouper après toutes les adresses et avoir un visu général de tout ce qui appartient à... Ça c'est cool, mais tu as le bundle de des banques qui fait la même chose aussi. Ok, Donc, ok, c'est en pareil. connectant son wallet du coup. Ah oui. Et donc, retournons sur AV pour que les gens voient bien. Hein, et ça, c'est l'intérêt de la finance décentralisée, c'est qu'il y a il y a une vraie transparence là-dessus. Non, sur le site AV, a.av.com, tu l'avais ouvert. Donc là, on va retourner sur Market. Alors attends, on a dit AV, on était là. Voilà, pourquoi pas, c'est le même. Market, du coup. Et là, tu étais sur Ethereum, tu vas prendre Polygon, par exemple. Donc pareil, machin, tu cliques sur n'importe quel actif. Et là, tu descends, Collector Contract. Et là, bien sûr, il va pas te montrer Etherscan, mais il va te montrer Polygon Scan. Et tu reprends l'adresse, tu la mets dans des banques. Ouais. Voici. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous aussi, hein, bien sûr. Et là, on voit que sur Polygon, la V3, il y a 211 000 dollars. Puisque la V3 est un peu plus récente, dont 5000 DAI, etc. Donc vraiment, chaque actif est présent. On pourrait faire la même chose sur la V2, on pourrait faire la même chose sur Avalanche, mais je pense que vous avez compris le principe. L'un des principes de la finance décentralisée, c'est d'avoir une réelle auditabilité. Ouais. Là, c'est le même contrat. Donc tu vas tomber sur la même chose. C'est le même contrat. Ah oui, parce que c'est Polygon au global. Parce que tout à l'heure j'ai pris DAI. Enfin, tout à l'heure j'ai pris USDC et là j'ai pris DAI. Ouais, en fait, il y a tout. Ouais, d'accord, il y a tout. Mais il y a par tout, il y a contre, refais la même chose pour que les gens comprennent bien, parce que c'est intéressant. Donc tu retournes, voilà. tout. Ouais. Et tu vas faire Polygon, donc go back. Ouais. Polygon, mais cette fois, clique dessus, s'il te plaît. V2, version 2, Ouais. et retape Polygon. Ouais. Et là, n'importe quel actif, ce sera Ouais, global. parce que ce sera un contrat global du coup. Et celui-là, tu vois, sur la V2, il y a un petit peu plus d'argent. En même temps, la V2 est plus ancienne que la V3, c'est normal. Là, il y a 8,9 millions de dollars. Mhm. Donc voilà, si vous avez du AV, vous êtes propriétaire de ça. Après, vous êtes propriétaire à si vous avez un AV à 1,16 millionième et qui appartient à la DAO, et la DAO dépense cet argent pour des service providers, donc des gens qui développent le code d'AV, mais pourraient demain, s'ils le souhaitent, le distribuer à des gens qui participent au protocole ou stake dans le protocole, etc. quoi. Et du coup, question naturelle, qu'est-ce qui vient différencier la V2 de la V3? Oh bah, plein de choses, mais la version simple, c'est que, remets-toi sur la V3 par exemple, Ouais. n'importe quel Ethereum. Ethereum. Ouais, Ethereum c'est sympa. Et alors, en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle le Efficiency Mode, qui est un peu visible parce que c'est orienté trader. Si tu cliques sur n'importe quel ST8, WST8, Mhm. donc là on voit que c'est comme AV normal entre guillemets. Et tu as LTV, Loan to Value, c'est-à-dire que si tu déposes 100 dollars de valeur de WST8, tu peux emprunter jusqu'à 68,5 dollars de quelque chose d'autre. Yes. Et tu ne te feras pas liquider tant que la valeur de ta dette, elle n'atteint pas 79,5 dollars de tes 100 dollars de machin. Si tu te fais liquider, tu perdras 7% de la valeur de ta dette. Mhm. Donc ça, c'est vraiment le système AV. Surcollatéralisation, toujours plus de collatéral que de dette. Toutes les positions sont surcollatéralisées. Le système fonctionne. Si tu descends un peu, il y a un nouveau truc. Tac, tac, tac. E-mode catégorie. Là, tu es à 90%, 93%. Et la pénalité, elle est plus que de 1%. Ouais. Et en fait, pourquoi? Incroyable. C'est que c'est aussi un constat, mais je pense qu'il est naturel pour les gens, mais ça n'avait pas été inventé avant. C'est que si tu empruntes de l'Ether, qui est un actif volatile, donc qui était à 4800 dollars pendant le bull market, qui est peut-être à 1500 actuellement, qui a été à 800 dollars pendant la phase du bear un peu panique,
sa variation en une année, elle peut passer du simple au triple, voire au quadruple. C'est un actif volatile par essence. Et si tu empruntes de, le- un stablecoin, sa valeur, elle n'est pas volatile. Hmm. Mais du coup, tu as un collatéral et tu as forcément cette volatilité qui fait qu'il ne faut pas faire les tarés là-dessus. Par contre, si tu empruntes du WSTETH, qui est en fait une tokenisation du staking sur Ethereum, donc en fait c'est l'Ether qui est en train de staker, qui touche un rendement de staking parce que là, en l'occurrence, c'est Lido qui va valider sur Ethereum et qui touche des rewards et qui le rebalance au token holder de WSTETH, et que tu empruntes de l'Ether, en fait, ta dette et ton collatéral, ils sont indexés ensemble. Donc en fait, quand le prix de l'Ether monte, ton collatéral a plus de valeur et ta dette a plus de valeur. Donc, au final, la situation elle est la même. Quand le prix de l'Ether descend, ton collatéral vaut moins, mais ta dette vaut moins aussi. Donc ton potentiel de liquidation, il est assez faible aussi. Donc la seule chose qui va faire bouger ton ratio de santé, c'est les intérêts que tu payes. Et donc ça va s'accumuler avec le temps. Si tu fais rien à jamais, au bout d'un moment, la valeur de la dette, elle va augmenter du fait des intérêts et tu vas te faire liquider. Ok. Mais en soi, la position, elle est stable, puisque ta dette et ton collatéral, c'est le même actif. En tout cas, c'est proche du même actif. Mais après, tu me dis, si j'ai de l'Ether, pourquoi je vais emprunter de l'Ether? La raison, c'est que il y a des positions qui permettent. Donc là, on est sur un actif qui a du rendement de staking. Aujourd'hui, ça rapporte entre 5 et 6% d'empreinte de staker sur Ethereum. Donc si on a du WSTETH, on a entre 5 et 6% de plus par an d'Ether qui sont liés là-dessus. Donc la valeur du collatéral elle augmente tout le temps. Si tu retires et que tu vois combien ça coûte d'emprunter de l'Ether, ça coûte 3,34%. Donc en fait, tu as un collatéral qui gagne 5% et une dette qui augmente de 3,3%. Ouais. Donc la différence entre les deux, en fait, c'est du profit. Si j'ai 10 Ethers, que j'emprunte 5, ou que j'ai 1 Ether, que j'ai reprendre 0,5 Ether, et que je le transforme en WSTETH, je me retrouve avec 1,5 WSTETH qui gagne 5%, et ma dette, c'est 0,5 Ether qui coûte 3%. Donc au final, je suis gagnant, je me chope toute la différence dans le truc. C'est de l'argent gratuit. Et en fait, avec le e-mode, je peux faire le levier avec ça. Donc, au lieu d'avoir un Ether qui emprunte 0,5 Ether et on fait attention à la collatérisation, etc., là, on fait encore attention. Donc, il faut faire faut pas non plus, j'invite pas les gens à faire n'importe quoi avec leur compte et à bien faire leurs recherches et leurs devoirs. Mais si je suis à 90% de collatérisation, je peux faire jusqu'à 1 x 10. Donc en fait, avec un Ether staké, WSTETH, je peux avoir potentiellement une position d'exposition au staking de 10 Ethers. Ouais. Donc c'est comme si mon Ether, il me rapportait 50%. Ouais. Au lieu de me rapporter 5%. Bien sûr, je paye 3,34%. Donc x 10, 33, 40%. Mais la différence entre les deux, on est un petit peu au-dessus de 15%. Donc en fait, j'ai triplé mon rendement sur Ethereum. Ouais. Alors, il y a des frais de transaction, il y a de la variation, c'est pas garanti que ça coûte, ça rapporte 5%, c'est pas garanti que ça coûte que 3%. On est sur du Il faut faire les devoirs il faut faire ses devoirs. On n'est pas là pour vous dire YOLO, faites du x10, machin et tout. Mais disons que c'est une possibilité technologique qui est apportée et qui a beaucoup plu, qui a vraiment beaucoup plu dans l'écosystème. Parce que là, la V3, ça a quel âge remonte un an et demi, non? Non, la V3, ça 2 mois, même pas. Ah oui, qu'elle est déployée. Voilà, on a eu 240 millions. On peut voir, hein, ça a été déployé par la gouvernance, puisqu'il n'y a pas quelqu'un sur Terre qui déploie les trucs. Donc, si tu vas sur gouvernance, tu vas voir V3, 27 janvier, donc ça a un mois. Ouais. Ça a moins d'un mois. On est quoi 15 février. Ouais, en 3 semaines, on est à 250 millions, donc c'est plutôt un beau succès. C'est un truc de ouf. Et en fait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que j'ai à peu près tout compris. Parce que l'Infré, encore une fois, qui est dans le chat, m'a expliqué ces histoires de boucles. Et il y a des gens qui sont zinzin de ça, qui font que ça. Ah bah c'est très rentable en fait. Ouais. Quand c'est très risqué parfois, mais c'est très rentable. Mais j'imagine que dans le chat, on a vraiment beaucoup de gens qui voient ça de manière très abstraite. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que si tu le manipules pas un minimum, c'est très abstrait. Bah c'est pour ça qu'il y a
des protocoles qui sont spécialisés pour le faire à ta place et qui le font plutôt bien. Moi, je recommande, après je recommande, c'est faites vos propres recherches bien sûr, mais tu as Instadapp, donc le site c'est light.instadapp, L-I-T-E, non, c'est la version light. Ouais. Light.instadapp.io. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est exactement ce que je vous ai décrit, mais en fait, ils font la boucle à votre place. En Alors, mangeant un petit cut. ils prennent bien sûr des petites filles, ils prennent bien sûr, au lieu de gagner le potentiel 30%, machin et tout, enfin 15%, je crois qu'on avait fait le calcul à l'arrache, c'était 15%, eux ils vous payent 12,66. Elle est où la différence? La différence c'est que ils n'ont pas fait un levier maximum parce que c'est pas des tarés, et aussi ils se prennent un truc. Donc je pense que la stratégie elle doit rapporter 13,5 en vrai pour eux dans leur configuration, et ils vous versent 12,66, donc c'est pas dégueulasse. Mais moi, pourquoi j'ai pêché un DeFi, tu parlais de spécialisation tout à l'heure, c'est que moi, en fait, je trouve ça intéressant, c'est pas ce qui me passionne le plus, et moi, ce qui m'a rapporté, ça a été de spéculer sur du spot. Donc j'ai préféré vraiment rester dans ma spécialisation de spéculer en spot. Mon associé Picsou, il va spéculer en levier, avec stop loss. Toi, tu t'es spécialisé dans la DeFi. Je dis ça parce que dans le chat, on me dit tu devrais suivre Marc. Je suis ces gens-là. Mais voilà, c'est des domaines de spécialisation. Mutuellement sur Twitter. Avec plaisir. C'est des domaines de spécialisation. C'est comme tu as des gens, ils sentent les communautés NFT, ils voient les hypes, ils voient les communautés, ils savent quand acheter, ils savent quand vendre des NFT. Moi, aujourd'hui, j'ai pas cette spécialité. Clairement. Et moi, je suis pas trader du tout. Ce que fait Picsou, par exemple, je comprends rien. Ouais. C'est-à-dire, tu me mets devant un graphe, on le fait un petit peu avec Cryptomatrix sur les émissions du lundi. J'y connais rien. En vrai, c'est pas mon domaine. Et même personnellement, ça ne m'intéresse pas la spéculation. C'est bizarre hein, parce que je fais de l'investissement. Je suis quand même dans la crypto pour gagner de l'argent aussi. Je suis là pour la tech comme tout le monde, mais gagner de l'argent, c'est pas quelque chose dans lequel je suis contre. Mais personnellement, le trading, c'est pas un truc qui me parle du tout. Ouais. Mais comme quoi, hein, chacun son truc. Hein. Moi, en fait, je me suis rendu compte, quand je me suis remis à ça fin 2020, début 2021, que ça me rendait fou. Alors, il y a de l'argent à faire, bien évidemment, mais ça me rend fou. Parce que j'ai pas les balls pour ça, en fait. Je me laisse trop prendre émotionnellement, alors que quand je suis en spot et que je suis pas dans l'instantané, je suis pas dans me lever la nuit, je suis plus dans, moi je pense que il va y avoir telle mise à jour, les gens ils vont vouloir timer la mise à jour, moi je suis en mode sell the news, je me barre avant, etc. Je me suis fait niquer assez d'années comme ça pour savoir à mon tour, malheureusement c'est ça les marchés, hein, on fait pas de l'argent, on prend l'argent aux autres. Comment niquer les marchés à mon tour? Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais c'est comme ça que moi je fais de l'argent. Ouais, c'est en spot, purement en spot, jamais de levier. Clairement. Tu es offline. Ah. Non, il n'y a aucun problème. C'est le chat qui bug là, mais il n'y a aucun problème niveau live. Je sais pas pourquoi il me dit le chat qu'on est offline, mais il n'y a pas de souci. Ok, bon. Du coup, toi... N'hésitez pas à envoyer un message pour savoir si on est toujours là et que vous nous entendez. Et du coup, comment gagne de l'argent Marc, effectivement, anciennement en tant qu'employé? Ouais, anciennement en tant qu'employé, je gagnais très bien ma vie, je le cache pas. Après, je donne pas les sommes parce que dans le monde francophone, c'est un petit peu compliqué, mais je gagnais bien ma vie, donc j'ai un peu de sous de côté. Vous inquiétez pas trop pour moi. Mais actuellement, effectivement, je ne suis pas rémunéré par la DAO parce que c'est pas la priorité. Il est possible que dans l'avenir, aujourd'hui, je suis tout seul à la VeChain Initiative, donc je fais plein de trucs, mais c'est One Man Army. Et il est possible que dans l'avenir, si j'ai envie de recruter des gens pour cette initiative de DAO, je fasse une proposition directement à la DAO d'un budget. Et du coup, ça fonctionnera pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est vraiment un budget qui est concret. Si la DAO accepte, il y aura un streaming. Donc en fait, le smart contract de AV fera un streaming vers l'adresse de la VeChain Initiative. Et à tout moment, par le biais d'un vote, s'ils décident que mon boulot n'est pas de qualitatif, ils peuvent couper le robinet. Ils coupent le robinet. Ce qui fait qu'il y a des budgets qui sont préétablis
Et en plus, je sais pas s'ils peuvent entendre. Ouais, mais nous on entend, on a les chats qui se battent. Voilà, on a une bagarre de chat. Et du coup, on a. Par contre, ma rémunération, Magic War Hit, sera publique par la DAO. Donc, j'espère que ça vous choquera pas, hein, mais c'est comme ça. Euh, et, euh, et donc, les budgets sont préétablis. Et à tout moment, la DAO a le dernier mot et peut dire bah, t'es viré, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui est puissant. Bah, c'est ce qui s'est passé avec EOS. Tu vois, au bout d'un moment, l'EOS Foundation, elle a repris la main et elle a coupé le robinet à Block One, qui est l'entreprise qui a levé des fonds et qui a développé EOS. Carrément. Et imaginez si on pouvait streamer le salaire des politiques et leur couper le robinet quand ils travaillent mal, ça serait pas mal, hein. Moi, tu sais qu'Aurore, on aurait coupé le robinet depuis longtemps. Après, j'aime pas trop qu'on parle d'elle, hein. Voilà, oubliez ce que Ah, je mais viens elle est de pas dire. tout seule, elle est pas Voilà. tout seule là-dedans, bien sûr. Je te remercie. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est de la cristalline, hein. Ce n'est Ouais. pas une pub, hein, mais on carbure à l'eau. En carbure à l'eau. Et du coup, question intéressante de l'infré. Pourquoi AV est meilleur que Compound en tant que protocole de lending borrowing? Bah, je dirais pas qu'on est meilleur, on est différent. C'est au niveau du code, ça n'a pas grand-chose à voir. Au niveau de la conception, enfin du principe, on est très très proche. Ah, voilà, on a réveillé. Bon après, toi tu fais ton propre truc, mais on a c'est bon, on n'est pas là pour faire de la politique, les amis, hein. Gardez vos opinions, vestiaire des opinions avant d'entrer sur la chaîne. Et du coup, je sais même plus ce que je disais. On parlait de Compound versus AV, Ah, voilà. on est différent. Donc sur le principe, c'est un peu la même chose, hein. Il y a mais le code est très différent et au niveau des fonctionnalités, au niveau des actifs qui sont disponibles, au niveau comme prendre des que sur Ethereum par exemple. Mhm. Donc si on n'a pas un gros portfolio et qu'on ne peut pas se permettre de payer 5, 10, 15, 20, 50, 100 dollars pour faire une transaction, c'est compliqué d'accéder à Compound. Après, voilà, moi je pense que le marché, la DeFi, ça a 2 ans, 3 ans. 3 ans. 3 ans, enfin ça dépend comment on compte. Par rapport à Maker, Maker 3 ans, ouais, 4 ans, bon, bah, bref. Dans ces eaux ça reste très très jeune en termes de technologie. Mm. Moi je comprends pas le délire des gens qui disent ouais, lui il va gagner, lui machin. Non, pour l'instant on essaye de développer les choses. Il y a un être humain sur 1000 qui utilise la DeFi. On continue, on a beaucoup beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer, il y a beaucoup de travail. On est de l'équivalent d'Internet dans la fin des années 80, c'est-à-dire que ça existe, il y a des gens qui s'en servent, mais la plupart des gens ils disent comment Internet, c'est quoi un email? Il y a encore beaucoup beaucoup de travail. Et ça devrait pas être la priorité, la compétition entre les protocoles maintenant. On devrait plutôt être compétitif sur l'innovation et sur la décentralisation. Alors je suis pas naïf non plus, hein. Un jour ce sera très PVP, Bien sûr. l'écosystème. Mais là, on est plus dans les synergies, hein, dans la DeFi réellement. Parce que tu vois, c'est super intéressant pour en revenir un petit peu, en sortant même du côté protocole. Quand j'ai échangé avec Asher en 2017, on était exactement dans cette logique, c'est qu'aujourd'hui il y a du gâteau pour tout le monde C'est ça. et que peut-être qu'un jour, quand on aura tous bien grossi en tant que médias, influenceurs et compagnie, et en plus avec l'âge, on sera un peu plus en mode PVP, mais pour le moment on en est à des années-lumière, c'est Bah, pas intéressant. Tu vois, toi qui as connu un petit peu les deux, moi je connais pas forcément, mais c'est pas mon monde. Mais tu vois, YouTube, c'est ça. Ouais. En gros, YouTube, ça a commencé au début, il y avait même pas de monétisation. Et les gens, ils étaient trop contents de parler à leur webcam et qu'il y ait des gens qui commentent sur leurs vidéos. Et maintenant, YouTube, c'est professionnalisé, c'est des gros budgets, il y a des sponsors, il y a des OP, il y a des prods. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube d'un gros YouTuber, il faut savoir qu'il y a 40 personnes qui travaillent, quoi. Ouais. C'est pas un mec dans sa chambre. Et parce que c'est normal, le YouTube, c'est une plateforme mature. Il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien, etc. Chacun son opinion, mais c'est mature. Et aujourd'hui, il y a peut-être moins l'esprit de franche camaraderie, de on est tous ensemble et on a la même passion, et plus l'esprit de bah, faut faire des vues parce que j'ai 30 mecs que je dois payer à la fin du mois. Euh, c'est comme ça. Ouais. C'est Après, en c'est vrai, normal en ça, fait. ça dépend, tu vois. Je veux dire, à l'époque, au début de la monétisation YouTube, ça je peux en parler parce que je l'ai vécu. C'était Diablo X9 qui avait le monopole. Mhm. Bon, il en a assez pris plein la tête, donc je vais éviter d'en rajouter une couche parce que j'ai grandement participé à sa chute aux enfers. Mais c'était quelqu'un dans le business extrêmement désagréable.
Pas avec tout le monde, hein. Il était très bon avec du V12, Bismuth 3 et compagnie. Mais vraiment, c'était un peu une crapule dans le business, tu vois. Et après, on va dire la nouvelle vague, genre Mr. B-Boy, Squeezie et tout, pas du tout. C'était super bon enfant. Et en fait, aujourd'hui, disons que t'en as qui sont vraiment des machines de guerre, type Squeezie, Gotaga. C'est des gars, en plus d'être très forts, c'est des gens qui mettent pas de bâton dans les roues. Ils sont open. T'en as d'autres qui sont... C'est rare en fait les gens qui mettent des bâtons dans les roues. C'est juste qu'il y a des gens qui sont humains même derrière une caméra qui changent pas. Et t'en as qui sont vraiment tout pour les caméras. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la caméra elle appuie sur record, les mecs sont métamorphosés, ils jouent des personnages. Et dès qu'ils prennent un peu en galon, qu'ils commencent à taper du 1 million d'abonnés, bah en fait le personnage c'est eux. Et eux n'existent plus. C'est un peu bizarre, mais moi je peux comprendre que ça existe. Hein, Ouais. effectivement. Ouais, c'est assez rigolo, tu vois. Tu sais, genre, il y en a, ils vont s'inventer une voix pour la caméra, il y en a, ils vont s'inventer des comportements. Et en fait, ils font ça parce que, à part dans le cercle sûrement très privé que c'est différent, mais tu vois, ils vont faire une émission comme la nôtre sur un plateau, ou ils vont faire une rencontre abonnée, etc. Mais ils sont obligés de jouer le personnage tout le temps parce qu'il y a le risque qu'il y en a un qui dégaine un TikTok, il y en a un qui dégaine un truc. Je pense que c'est encore pire maintenant avec les réseaux sociaux, effectivement. C'est un truc de ouf. Mais franchement, je veux dire sincèrement, dans l'e-sport, c'est différent parce qu'il y a énormément d'amateurisme dans l'e-sport. C'est même le marché le plus amateur que je connaisse. Mais côté YouTube, c'est vraiment quelque chose de très positif. J'en ai des très bons souvenirs. Et particulièrement dans le crypto Twitter francophone. Je trouve qu'on a un bon crypto Twitter francophone. Il y a des gens bizarres. Moi, ils sont mutes et ils n'existent plus après nous. Moi, je connais mal. En fait, je t'avoue, quand on m'invite, je dis oui. Ouais. C'est, enfin, quand j'ai le temps, hein, j'ai plein de trucs à faire. Mais quand on m'invite, je dis oui. Mais bizarrement, je vais pas faire mon Jean-Claude Van Damme, hein, je suis français, on parle français, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre, c'est que ma journée, et même mon audience sur les réseaux sociaux, elle est anglophone avant tout. Ouais. Elle est technique et anglophone. Et elle est DeFi, elle est ultra spécialisée. Donc du fait de ma présence chez CM, j'ai eu un petit peu une exposition et puis mon travail chez AV, puisque je suis un peu le francophone d'AV. Ouais, Donc, tout à fait. donc en soi, bah, je suis devenu ce gars-là. Mais c'est un peu... je suis pas influenceur, quoi, à la base. Donc je connais mal l'écosystème crypto Twitter français. Après, les gens que je connais, bah, j'essaye d'être cool et de passer des temps ensemble. Après, le YouTube crypto, je connais très peu en fait. Très 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 peu. Bien sûr, je raconte ma life. Bah, ça sert à ça aussi. Hein. On est un peu à la bonne franquette ici, même si on tourne à l'eau. Moi, j'aime bien les formats comme ça. On a encore ce privilège-là. Peut-être qu'un jour, il va falloir s'institutionnaliser, mais plus on peut repousser ça longtemps, et mieux je me porte, sincèrement. Moi, je suis mieux ici que sur le plateau de BFM. Hein. Ouais. BFM, c'est vachement bien et ils sont hyper cool, vraiment. Ouais. Mais j'en doute pas. c'est l'usine, quoi. Ah bah oui, mais naturellement. Et puis c'est la télé, c'est normal. T'as 20 minutes, ça va 20 minutes. Hein, il faut pas dire de bêtises hein, aussi, hein, parce que tu passeras une fois, tu passeras pas deux fois. Et je voulais te challenger du coup sur la suite d'AAV c'est quoi et qu'est-ce que le Go, le jeton GHO, le stablecoin qui arrive. Ouais, alors la suite d'AV, bah là la V3 est sortie. Moi j'ai toujours dit, et je le dis encore, la roadmap, après moi je ne travaille plus à l'AV Company, donc c'est vraiment une preuve de la décentralisation d'AV qu'un mec random de la DAO puisse donner son avis sur la roadmap, puisque toute personne qui a du AV a son mot à dire sur la roadmap au final. C'est que maintenant que la V3 est sortie, il y a l'architecture qui est présente pour le lancement du stablecoin AV, qui est le Go, qui est un stablecoin décentralisé, surcollatéralisé, avec un facilitateur AV. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'est sorti sur le testnet cette semaine ou la semaine dernière. Donc si vous voulez aller tester avec du faux argent, si vous voulez être millionnaire pour de faux sur le testnet, n'hésitez pas. Et donc l'expérience utilisateur, elle est un peu la même, mais c'est un game changer pour le protocole AV et surtout pour la DAO. C'est que ce que j'avais dit, c'est que comment AV gagne de l'argent, c'est-à-dire que les gens apportent de la liquidité.
des gens empruntent cette liquidité et ils payent des intérêts et une fraction de ces intérêts, un pourcentage, qui est entre 5 et 20%, ça dépend de l'actif, de sa volatilité, etc., retourne à la DAO d'AV. Sauf que dans le cadre du Go, le Go est créé Mm. Mm. et distribué. Donc il y a toujours une surcollatérisation, on ne peut pas créer du Go à partir de rien, il faut déposer des actifs, mais le Go est créé, donc il n'y a pas de contrepartie à payer. Donc là, 100% des intérêts va directement à la DAO d'AV. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est pas exactement ça, mais c'est pour en donner un ordre d'idée, un Go qui est créé sur AVV3, c'est l'équivalent de 8 USDC qui sont empruntés sur AVV2, en termes de rendement pour la DAO. Pour la DAO, ouais. Donc on est vraiment sur un ordre de grandeur qui est complètement différent. C'est ultra efficient et je pense que c'est un produit qui est intéressant puisque ça participe à la décentralisation et à la diversité des offres de stablecoin. Avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec Paxos et le PUSD, C'est hyper important. je pense qu'il y a quand même une demande et un besoin pour qu'il y ait une diversité. Moi, je suis pas du tout, tu vois, on parlait de la compétition et tout, je suis pas du tout dans le truc, le Go, ça va écraser MakerDAO et le DAI. Je pense que non, on a besoin du DAI, c'est le premier des stablecoins, c'est un peu le Bitcoin des stablecoins. Ouais, tout à fait. Je pense que le Go aura sa proposition de valeur, puisque ça fonctionne différemment d'un point de vue architecture. Curve va lancer un stablecoin et moi je l'accueillerai avec bras ouverts, et je pense qu'on le listera sur AV un jour ou l'autre, enfin si la gouvernance le souhaite. Et on n'est pas du tout dans le PVP, on est plutôt dans... Aujourd'hui, les stablecoins décentralisés, c'est une goutte d'eau, c'est quelques milliards, alors que USDC et USDT, les stablecoins centralisés, c'est 120 milliards les deux. Mm. Donc aujourd'hui, on est vraiment, on représente 1 ou 2% des stablecoins décentralisés de l'écosystème des stablecoins. Donc autant s'entraider et essayer de pousser des nouvelles initiatives. Et le jour où on représentera la moitié, voire plus, là on pourra peut-être réfléchir à qui a des parts de marché. Bah, pour rester justement dans cette histoire de stablecoin décentralisé, la critique qui est faite aujourd'hui au DAI, c'est que c'est beaucoup collatéralisé par l'USDC qui lui-même est centralisé. Vous, dans votre cas, vous éloignez de ces stablecoins en termes de collat? Bah, disons qu'il y a un truc qui diffère, c'est que sur le Go, il n'y a pas le PSM, ça on rentre dans les trucs techniques. Mais MakerDAO, ce qui a vraiment poussé la croissance de la masse monétaire du DAI, c'est qu'il y a un protocole, je me souviens plus que c'est le S du mode de PSM, mais enfin bref, il y a un smart contract spécial qui permet de créer du DAI à quasiment un ratio 1 sur 1 avec de l'USDC, avec quasiment pas de taux d'intérêt. Donc, c'était vraiment la possibilité de créer du DAI. Alors, c'est comme si on vendait de l'USDC sans slippage contre du DAI de manière quasiment infinie. Alors, je simplifie, hein, là. Peg Stability Module, exactement. Ce qui fait que ça a été un peu victime de son succès parce que c'est un outil magique pour faire de l'arbitrage. Donc c'est très bien parce que dès que le DAI vaut un petit peu plus qu'un dollar ou un petit peu moins d'un dollar, on peut imprimer plein de DAI, le shorter et donc remettre au PEG et inversement. Cependant, aujourd'hui, il y a 90% du DAI, son collatéral, c'est l'USDC, parce que c'est tellement bien, c'est tellement attractif que nous, on n'a pas ça. Nous, on a le e-mode. Donc là, sur le testnet, c'est configuré à 98%. Mais il y a quand même ce truc il n'y a pas de l'argent magique. Si tu as de l'USDC, tu peux avoir du Go. Après, il ne faut pas se leurrer, hein. Avoir un stablecoin centralisé dans le collatéral d'un stablecoin décentralisé, c'est pratique déjà. Bah oui. Et ça permet aussi à la stabilisation, donc c'est pas rien. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que la différence entre un médicament et un poison, c'est la dose. Tu prends n'importe quelle molécule que tu trouves en pharmacie et même sans ordonnance, sauf l'homéopathie, mais bon, ça je veux pas. Débat. Ouais, c'est un autre débat, mais bon, les gars, vous bouffez du sucre, hein, je vais pas vous le cacher. Mais à part ça, n'importe quelle molécule, voilà, du paracétamol, vous prenez un Doliprane, vous aurez moins de mal à la tête, vous en prenez 2, vous en aurez encore moins mal à la tête, vous en prenez 18, vous allez aller à l'hôpital et votre foie il sera en PLS. Et c'est tout simplement ça, quoi. Ouais, c'est un curseur, tout à fait. Et en fait, pour expliquer un peu pour les gens qui veulent comprendre aussi pourquoi c'est sympa ces stablecoins centralisés, bon, même l'USDT, même si on a toujours du mal à comprendre un peu ce qui se passe de l'intérieur, mais c'est que tu as ce côté très liquide finalement. C'est que normalement, tu as la possibilité de rendre tes USDC et demander des dollars. Donc tu peux te débarrasser rapidement du truc.
Alors que tes crypto-monnaies, on l'a vu pendant 2022 quand tout se pétait la gueule, plus ça se pète la gueule et moins les gens en veulent. Donc en fait, c'est un château de cartes qui s'effondre. Exactement. Alors que ton dollar, pour le moment, on peut le critiquer, mais ton dollar, il maintient sa valeur. Mm. C'est pour ça que tu as envie de créer un actif qui est backé par des choses qui ont de la valeur et qui gardent de la valeur. Et si possible, des actifs qui, entre eux, ne perdent pas la valeur en même moment. Parce que le problème, c'est que tu prennes du BTC, de l'Ether, du Avalanche, du machin, dès que BTC se casse violent la gueule, tous tes altcoins, ils se cassent la gueule. Alors que ton stablecoin, lui, il tient. Ton or, il tient. C'est ça le truc. Ouais, et moi, ce que je dis aux gens, c'est que. Et c'est pour ça que c'est important que le DAI existe dans le Go, parce que je suis plus content que le DAI soit une option de collatéralisation du Go. Qui n'est pas que l'USDC. MakerDAO, là, pour l'instant, l'USDC, c'est un peu leur seul choix. Donc c'est pour ça qu'ils en ont 90%. Imaginons dans un an, si le Go il y a un certain succès, est-ce que ce sera encore toujours 90% du USDC ou pas, peut-être 60% du USDC et 30% de Go. Ouais. Et là, déjà, tu as une dose qui revient acceptable. Maintenant, imaginons dans un an, Curve va lancer son stablecoin et c'est un sacré succès. Et là, du coup, le DAI, c'est pas 90% USDC, mais c'est 30% Go et 20% Curve. Et là, déjà, on a la moitié du DAI qui est backé par des stablecoins décentralisés. On est déjà dans une situation plus intéressante. Dans 2 ans, un autre protocole arrive, peut-être Euler, peut-être Compound, lance des stablecoins, et on se retrouve avec, dans 2 ans, un DAI où il y a 20% du SDC dedans. Là, on aura toujours les mêmes machins qui nous diront sur Twitter oui, mais le DAI, c'est pas décentralisé. Au bout d'un moment, l'important, c'est de regarder la direction et de comment on travaille ensemble pour améliorer les choses. Et je pense qu'il y a un très bon exemple de ça, même si c'est très différent. C'est ce qui s'est passé sur le censorship sur Ethereum avec l'OFAC. L'OFAC, ouais. C'est-à-dire que suite à Tornado Cash, la Corée du Nord, etc., il y a eu des node opérateurs sur Ethereum qui ont censuré des transactions qui étaient liées à Tornado Cash. Et en fait, parmi eux, il y avait Lido, et Lido, c'est l'un des plus gros acteurs qui est aux États-Unis. En fait, c'est la loi. Quand l'OFAC vous dit il faut censurer, soit vous le faites quand vous êtes américain, et c'est comme ça, soit vous le faites pas et vous allez en tôle. Et genre, c'est pour de vrai. Et les Américains, ils aiment pas trop rigoler, surtout dans des trucs géopolitiques comme ça. Ouais. Du coup, Lido censurait, Coinbase censurait, Kraken censurait, etc. Donc on se retrouvait avec genre 80-90% des blocs qui censuraient. Et maintenant, si tu vas sur miv.info, oui, j'y vais. Donc ça, c'était le merge. Alors, donc c'était il y a 155 jours. Excusez-moi, je n'aime pas avoir une tasse en face du clavier. J'ai déjà fumé un clavier comme ça. Alors miv info. Ouais. Pas informatique, mais miv.info. Alors hop. miv watch, pardon. Pas de problème. Là, tu vois, on est à 47%. Donc et ça le merge, donc la fin du mining et passage au proof of stake, c'était il y a 155 jours, si je dis pas de bêtises. Alors il y a 5 minutes, oui, mais bon, ça c'est la variance. Hein. Vaut mieux prendre sur 5 jours, sur 7 jours. Là, ça c'est sur toute la période. Et, ok, pardon. Bon, là c'est la majorité. Mais tu vois qu'on est passé de quasiment tout le monde censure à maintenant la minorité censure. Et tout ça, ça s'est fait non pas par on a gueulé sur Twitter, parce que bon, moi, l'activisme de réseau social, vous êtes gentils les amis, mais en vrai, casse les couilles quoi. Mais plutôt, c'est plein de gens qui individuellement se sont dit, bah non, moi j'ai pas envie qu'il y ait de la censure sur ma blockchain. Donc moi, en tant que staker sur Ethereum, je délègue à Ultrasound Money, qui est un relais qui construit des blocs avec du MIV, qui refuse la censure. Donc je fais partie de cette barre verte. Et c'est mon choix personnel. Il y a d'autres gens qui ont fait le même choix personnel en se disant est-ce que je veux censurer ou est-ce que je préfère la liberté, mais etc. Tu peux restaker là tout de suite? Comment ça se passe? Parce qu'aujourd'hui tu peux pas withdraw. Non, c'est à qui tu relais. C'est-à-dire que tu stakes. Ouais. Donc ça, la validation, le deposit, tant qu'il n'y a pas Shanghai, tu peux pas retirer. On est d'accord. Par contre, tu peux, quand tu es validateur, soit tu construis tes blocs toi-même. Ça, c'est la barre grise. Donc, c'est des gens qui construisent eux-mêmes. Soit tu te dis, je peux peut-être gagner un petit peu plus de sous. Donc, je vais balancer. C'est-à-dire que si je trouve un bloc, la constitution de ce bloc,
je vais la balancer à ce qu'on appelle un relayer, qui va te dire, ok, moi j'ai vu la même pool, tu peux prendre cette transaction, tu peux te mettre machin. J'ai des transactions privées qui viennent de gens qui veulent trader sans se faire attaquer, machin et tout. Et donc eux, ils vont te construire ton bloc. Dans le mining sur Bitcoin, tout le monde fait ça aussi, hein. Et, euh, et ensuite te balancer le bloc tout près, et toi, tu n'as plus qu'à le signer et à le poster sur la blockchain. Et donc la barre verte, c'est je balance mon information de bloc à quelqu'un qui refuse de censurer. La barre rouge, c'est je balance mon information de bloc à quelqu'un qui est en train de censurer. On est d'accord, les MIV, bon, elle arrive partout, elle arrive sur Solana, elle arrive sur Bitcoin, Cosmos, partout, etc. Pour ceux qui nous écoutent, c'est passer un peu par un réseau parallèle, réseau par défaut, pour essayer de maximiser ton profit à la génération de chaque bloc. Bah, tu peux servir du MIV pour passer devant les autres, c'est ce qu'on appelle le front running. Tu peux, ça c'est le MIV moins cool, faire des sandwich attacks, c'est-à-dire faire une transaction pour acheter. Toi, tu as envie d'acheter des coins et tu es millionnaire. Et il n'y a pas énormément de liquidité, donc ton achat va faire monter le prix de 10%. MIV classique, sandwich attack, ça s'appelle. C'est que moi, j'achète avec mon bag le coin que tu es en train d'acheter juste avant ta transaction, dans le même bloc. Donc je m'arrange avec le staker ou le mineur, et je dis, ma transaction d'achat, tu le mets juste avant lui, dans le même bloc. Ensuite, tu le laisses acheter, le prix monte. Donc moi, j'ai acheté, le prix a monté. Je te laisse acheter, le prix monte encore plus, et d'autant plus puisque j'ai acheté avant toi. Et juste après, dans le même bloc, donc tu peux même pas réagir, je revends tout. Et du coup, bah, je t'ai fait acheter trop cher, et en plus, je t'ai dumpé à la gueule dans le même bloc. C'est ça. Donc ça, c'est des choses aussi, quand on choisit des relayeurs, moi, je choisis un relayeur éthical, entre guillemets, qui refuse de faire ce genre de transaction. Bien sûr, très clair. Donc là, on voit l'évolution, c'est-à-dire qu'au début, bah, il y avait personne qui créait les blocs, puisque voilà, il faut que ça s'organise. Puis Lido a pris énormément d'importance. Donc c'est vraiment Lido et Coinbase qui sont très représentés dans le rouge. Et puis au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui ont fait le choix des relayeurs non compliant, donc qui refusent la censure. Maintenant, on est arrivé à la majorité. Et moi, je trouve que c'est quand même une bonne histoire de comment ça marche la décentralisation. On n'est pas là pour se tirer dessus, on n'est pas là pour dire « Ah non, mais de toute façon, Ethereum, c'est de la merde, ils censurent. » C'est non, il y a une technologie, il y a des choses, elles existent pour des raisons. Comment on fait pour s'améliorer? Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour s'améliorer? Je pense que c'est une bonne analogie. Les stablecoins, c'est pareil. C'est le go au début, il y aura probablement la moitié qui sera de l'USDC, même peut-être plus. Mais est-ce que le Go dans 2 ans, il y aura au moins encore plus de la moitié, voire 80% du SDC dedans? Si c'est le cas, ce serait quand même un échec. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est surtout qu'il y a la faisabilité. Et après, faut pas être trop dans l'anticipation aussi. C'est-à-dire que on veut toujours de la décentralisation à outrance, etc. Mais tu l'as vu, on a Ethereum qui fonctionne à sa façon à lui. Il y a plein de blockchains en preuve d'enjeu délégué et ça se passe très bien aussi. C'est pas le modèle absolu de la décentralisation, mais il y a des gens qui ont un besoin de performance aujourd'hui, un instant T, et qui vont sur ces solutions-là. Exactement. Puis c'est important qu'il y ait une diversité. Enfin, sur une technologie qui a 14 ans aujourd'hui, faut être vraiment, faut avoir le melon pour penser que ça y est, c'est gagné. Ethereum c'est le meilleur ou Bitcoin c'est le meilleur. Bon, malheureusement, il y en a beaucoup du côté de Bitcoin qui s'en sont à ce niveau-là, mais c'est une espèce qui s'éteint. Et moi, je suis pour la conservation des espèces à protéger. Donc, il faut respecter son Bitcoiner. Il n'y en a plus beaucoup. Donc, soyez gentils avec vos Bitcoiners. Je suis d'accord. Totalement d'accord. C'est hyper important parce que ils ont des principes conservateurs qui doivent exister parce qu'on ne sait pas dans quelques années dégénéré qu'on est sur ce marché, dans quelle direction on va. Et si on n'a pas notre petit pape religieux qui nous tire un peu les oreilles, on risque de partir en sucette aussi potentiellement. Franchement. Des fois, il y a des choses qui sont critiquables sur plein de protocoles. Et après, je pense pas qu'il y ait vraiment une plus-value sur le Bitcoiner. Parce que le Bitcoiner standard, il arrive sur ton réseau social. Moi, j'en ai un, moi je l'adore. Hein, et on se connaît en vrai aussi, Gilles. Gilles et je le salue. Mec, Gilles, tu viens me faire chier sur mon Twitter à me répondre des trucs qui n'ont rien à voir.
bon, on s'aime, hein, et donc ça va. Mais en vrai, il n'y a pas de plus-value. Hein. C'est merci de me répondre à chaque fois, mais il n'y a pas de plus-value. Hein. Fais tes devoirs, hein. Disons que ça dépend dans le sens où, tu vois, genre les OFAC, les trucs comme ça, dans un monde parallèle, tout le monde pourrait s'en battre les couilles et on se retrouve à avoir de la censure normalisée. Pour s'y intéresser. En vrai. Quand tu écoutes les bitcoiners et sur ce sujet-là, bah, l'Ethereum c'était mort et de toute façon ça allait toujours être censuré. Bah non, on a prouvé que non. On a prouvé que non. Ouais, je suis d'accord. On a prouvé que non et en fait j'ai beaucoup de mal. Moi je suis d'accord pour que les gens aient des principes, mais j'ai beaucoup de mal avec l'idée de l'activisme de réseau social. En anglais on parle de virtue signal, de dire moi j'ai des super idées, et ça devrait être comme ça, etc. Moi je suis plus dans la construction, dans l'action, dans la discussion constructive, quoi. Ça m'intéresse pas beaucoup. C'est peut-être pour ça que je suis pas trop dans l'influence. Moi aussi. Enfin, disons que ça a ses limites. Tu évoques quelque chose, voilà, ça traverse l'esprit des gens, c'est important quand même, parce que tout le monde n'a pas la science infuse, donc si tu n'évoques pas les sujets, il y a des gens qui vont tout simplement pas y penser. Mais le tabasser à longueur de temps, ça fait pas évoluer beaucoup les choses. C'est pour ça que dans les Bitcoin Maxi, il y a de tout. Tu as cité l'exemple de Gilles. En fait, Gilles, c'est un personnage qui aujourd'hui appuie... Disrespect, s'il te plaît, dis pas des trucs comme ça, parce qu'il y a des vraies personnes, en fait. C'est des vrais gens. Donc il n'y a pas besoin d'attaquer. Voilà, Gilles, c'est un père de famille. Et il était dans la communauté bien avant toi, j'imagine. Et il a monté une boîte qui marche, qui s'appelle Willit, qui fait de la notarisation sur Bitcoin. Et on peut être pas d'accord avec les gens, mais ça sert à rien Enfin, après, j'imagine que ton pseudo veut tout dire, hein, là-dessus. Mais franchement, soyons meilleurs que ça en tant que communauté, quoi. Bah, ça fait rien avancer. Après, bon, entre parenthèses, ils font ce qu'ils veulent et en même temps non, parce que c'est blessant pour les autres. Moi, c'est vrai que je m'en bats les couilles. J'ai un truc spécifique, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un est toxique sur Internet et que je ne le connais pas et que la seule chose que j'ai à ma disposition, c'est un pseudonyme, donc pas un nom, un prénom, pas un visage, pas histoire de dire, regardez, moi je suis costaud, je vais lui casser la gueule, mais simplement, c'est une personne totalement anonyme. Je mute en fait. Même pas je bloque, je mute. Parce que la personne, en fait, si tu lui donnes de l'attention, elle va appuyer, elle va appuyer, elle va appuyer. Mais si tu la mutes, elle va parler dans le vide. Et je vois des comptes, hein. Il y a des gars, parce que tu vois quand même, vous avez masqué cet utilisateur, donc t'appuies et tu vois le tweet. T'as des gars, effectivement, ils te font 20 tweets pour te cracher dessus. Mais je m'en fous. Parce qu'en fait, ces gens-là, je ne les verrai jamais en vrai. C'est-à-dire qu'à la limite, si tu as quelque chose à me dire et qu'on peut faire un vocal Discord ou se voir en vrai et en discuter, c'est bon. Mais débattre sur Twitter, en plus, on n'est pas en flux tendu, c'est le modèle forum, t'as de la latence entre j'envoie, il va le voir, il va le lire, est-ce qu'il aura le moment à cet instant T de me répondre ou pas? C'est un truc qui est ultra toxique. Tu ne peux pas débattre sur Twitter. C'est absolument impossible de débattre sur Twitter. Ouais. Donc pourquoi s'embêter à se prendre la tête avec des gens ou même se sentir touché avec des gens avec qui tu ne peux pas débattre de toute façon. Tu as un rapport de force qui est totalement disproportionnel. C'est-à-dire que cette personne, elle peut gratuitement te cracher dessus. Après, il y a... Mais tu peux pas répondre. Il y a quand même... J'ai quand même... À moins que j'ai eu que des bonnes expériences, mais ça fait quand même 7 ans maintenant que je vais en conférence, en meet-up, etc. Vous êtes plutôt cool, hein, les mecs. Hein. Quand on vous voit en vrai, ça se passe bien. Hein. En vrai, oui. Moi, je pense que les gens qui peuvent pas nous blairer, déjà, ils sortent pas souvent de chez eux. Et quand ils sortent de chez eux, ils viennent juste pas nous parler, en fait. Ben oui, donc, mais c'est ce que je te dis. Il n'existe que sur Internet. Le rapport humain qu'on a avec les gens, il est hyper cool. Moi, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Il y en a beaucoup. Je vois des pseudos que j'ai rencontrés en vrai, que je connais depuis longtemps. C'est toujours un plaisir. Après, c'est toujours pareil. Hein. Parfois, on n'est pas dispo, parfois, on est en train de discuter d'un truc avec quelqu'un, etc. Donc, c'est pas le bon moment. Mais c'est toujours un grand, grand plaisir de passer un peu de temps avec vous. Mmh. D'ailleurs, je suis pour ceux qui sont... J'adore. Je sais pas s'ils entendent les chats, mais il y a un peu une bagarre de chats depuis tout à l'heure, mais c'est assez intéressant. Pour ceux qui sont parisiens ou région francilienne, je suis à NFT Paris la semaine prochaine. Nous aussi. Ah bah, avec cool. Pixou. On s'y voit alors. On s'y voit, tout à fait. On va probablement venir avec un caméraman d'ailleurs.
caméraman monteur pour faire des trucs un peu carrés. Donc top. Top. J'ai une question que je trouve intéressante dans le chat. En quoi Ethereum est supérieur à Avalanche? D'ailleurs, j'ai pas dit techniquement parce que c'est encore un autre sujet. Mais en quoi Ethereum est supérieur à Avalanche, selon toi? Bah, Avalanche et Ethereum déjà, donc c'est prendre le problème C'est à vrai. l'envers. C'est que euh, Avalanche, au niveau technologique, et là je parle de la virtual machine, donc c'est-à-dire comment le code s'exécute, c'est Ethereum. C'est-à-dire que Avalanche a commencé comme sa propre blockchain, ça n'a pas du tout marché. C'est ce qu'on appelait la X-Chain, je crois, à l'époque, ou la P-Chain, je m'en souviens plus. Et en fait, Avalanche est sorti un peu des méandres et du fond du trou au moment où ils ont déployé ce qu'on appelle la C-Chain. Et l'Avalanche C-Chain, c'est une EVM, donc c'est Ethereum. Donc, en fait, de base, la copie est pas pareille enfin, est proche de l'original. Donc technologiquement, c'est la même chose. Et pour déployer, par exemple, AV sur Avalanche, c'est quasiment, il y a très très peu de différence dans le code nécessaire que pour déployer sur Ethereum. Je suis obligé de faire l'avocat du diable quand même. Aujourd'hui, tu peux avoir ta propre VM, tu as des systèmes de sous-réseau. Donc, tu peux pas faire des subnets sur Ethereum, mais tu peux les faire sur Avalanche. Ouais, mais tu peux faire des layer 2, des rollups soit optimistiques, soit ZK sur Ethereum. Donc par exemple, tu as Optimism, tu as Arbitrum, tu as Polygon qui est en train de devenir un ZK EVM, tu as Starknet et ces réseaux-là peuvent avoir leur propre rollup. Aujourd'hui, ce qui se développe de plus en plus, et c'est de l'avenir, je pense, de l'écosystème, en tout cas ce prochain arc et ce prochain cycle, les Layer 1 alternatives vont mourir petit à petit, sauf quelques exceptions. Pour moi, les exceptions, c'est la Binance Chain, pour des raisons d'effet de réseau cet acteur centralisé qui s'appelle Binance. Il y a une autre exception, ça va être probablement Avalanche pour des questions de subnet, parce qu'il y a vraiment une proposition technologique, ils ont peut-être une chance là-dessus. Subnet privé, public, ouais. Exactement, il y a une proposition de valeur là-dedans. Tout le reste va crever, et je suis assez dur là-dessus, mais je pense que c'est trop tard en fait. L'hégémonie de la technologie Ethereum et l'effet de réseau d'Ethereum en termes de développeurs, en termes de liquidité, en termes de sécurité, de décentralisation, ou même de temps d'espace de cerveau disponible dans les gens qui sont dans l'écosystème, c'est dur à rattraper. Et au lieu d'avoir une guerre de layer 1, on est dans la phase de la guerre des layer 2. C'est-à-dire qu'on va avoir des guerres des rollups avec des applications layer spécifique rollup au-dessus de ces layers 2, qu'on appelle plus ou moins des layers 3. On a plein de questions, donc on va essayer d'avoir des réponses plus rapides. Avis sur Solana, Multiversix, anciennement Elrond, Tezos, ce genre de choses. Solana, c'était pas si mal à la base. Malheureusement, voilà, bug plus crash prix. Voilà, bug, crash prix, SBF, FTX. En vrai, tu te relèves pas de ça. Moi, je suis désolé. On a eu la question il y a pas longtemps dans la gouvernance, et d'ailleurs, ils sont dans mes DM en ce moment là-dessus. Mais est-ce qu'on intégrait AV sur Néon, qui est Néon Labs, le VM, ouais. Voilà, qui est un layer 2 EVM au-dessus de Solana. Et Néon, c'est très très bien. Technologiquement, c'est très très bien. L'équipe est super bien. Je les ai rencontrés à Solana Breakpoint, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Nous, cette année, on a une interview sur Coin Academy d'ailleurs. Super cool, et c'est des mecs vraiment bien. Et du coup, l'équipe de Néon que je connais, Nick et tout, c'est des mecs cool que j'apprécie personnellement, sont venus sur la gouvernance AV pour est-ce qu'on lance AV sur le testnet, enfin DevNet de Néon. Et moi j'ai voté non, et la communauté a voté non, parce qu'en fait tu peux pas construire un château sur des fondements sur des sables mouvants en fait. Et en fait c'est le problème de Néon, c'est que c'est vraiment une super équipe, et moi je suis triste de ça, et c'est pour ça que dans mon post j'avais dit que j'étais triste d'écrire ça, mon opinion, et de voter comme ça. C'est que les gars ont construit un château, mais sur des sables mouvants, et que malheureusement il faudra qu'ils voient un peu comment évoluer, pour voir s'ils s'ancrent sur un autre layer 1. Mais personnellement, je pense qu'on ne se relève pas de ce que c'est pris Solana. En tout cas, Solana. Ensuite, Elrond, enfin Multiversix. Elrond, en soi, technologiquement, c'est pas con. C'est assez proche de NIR. Il y a une grosse communauté. Moi, j'ai pas compris la hype Elrond.
parce qu'on est sur un écosystème qui est très peu mature. Donc il y a eu une spéculation de taré là-dessus. Ça a pris des capitalisations qui sont pas du tout liées au réel de ce qui se passe en termes d'écosystème, L'époque, c'était d'utilisateurs. front-runner le sharding Ethereum 2 et le proof of stake Ethereum 2. Ouais, mais bon, bref. Et aujourd'hui, Elrond, ils ont des holders, Ouais. ils n'ont pas d'utilisateurs, ils n'ont pas de développeurs. Et franchement, c'est compliqué. Après, technologiquement, il n'y a rien de mauvais. J'ai travaillé un petit peu avec Minku. Ouais, Benjamin Minchu, ouais. C'est romain, donc c'est Minchu, je pense. Ah, ok. Je crois que ça doit se dire. Pardon, hein, si vous êtes d'origine roumaine et que j'ai insulté ce nom, vraiment toutes mes excuses. Euh, et au tout début de AV et tout, et c'est vraiment quelqu'un de techniquement impressionnant. Et il y a une vraie proposition de valeur. Après, on est sur un projet qui est extrêmement immature, et on retourne sur ma théorie, sur le fait que c'est trop tard pour les layer 1. Aujourd'hui, c'est trop tard. Donc, de ton point de vue. voilà, ça veut pas dire que c'est pas de la qualité, et trop tard pour ce cycle. C'est-à-dire que là, on a enclenché le cycle des Layer 2, on a enclenché le cycle de l'hégémonie d'Ethereum, mais que il y aura d'autres cycles après, que ça pourrait être complètement changé après. Moi, c'est pas... En fait, ce serait extrêmement vaniteux de penser que au bout de 14 ans, la technologie, ça y est, elle est bonne, quoi. Je vois ce que tu Enfin, dis. il n'y a aucune technologie où tout était plié en 14 ans, hein. Genre zéro, tu vois. Et ceux qui misent sur la modularité, bon, on a zappé Tezos, mais du coup, c'est un peu sur le même principe. Même si eux, ils visent un public institutionnel, et moi, je le vois comme Avalanche personnellement. Je pense Tu vois, Elrond, ils ont des holders, ils n'ont pas d'utilisateurs et très peu de développeurs. Tezos, ils ont des développeurs, enfin, ça c'est bien. Ils ont tous les académiciens qui veulent faire de la blockchain mais qui veulent pas faire de la blockchain. Ils ont des institutions, genre ils arrivent à avoir la gendarmerie de Plougonvelin, je sais pas comment ils arrivent à choper ces gars-là. Mais par contre, des utilisateurs et des apps, enfin, qui utilise Elrond? Non, mais vraiment. Tezos, tu veux dire. Ouais, Tezos, pardon. Parce que Elrond, il y a un petit peu quand même sur leur Dex, Mex, machin, là. C'est quand même un peu. Mais Tezos, ils ont tenté de percer dans les NFT. Ils ont un petit peu de volume sur les NFT, mais c'est gentil. Là, ils ont PMU qui construisent chez eux. Ils ont un projet, qui s'est lancé de Sorare du rugby qui s'est lancé chez eux, mais qui apparemment va faire une rotation ailleurs. Ils ont d'autres trucs qui arrivent. Mais en fait, eux, ils sont purement dans l'instit. Ils en ont rien à cirer du retail. Ouais. Tezos. Aujourd'hui, leur stratégie, c'est ça. C'est l'instit. Et ben, c'est une stratégie qui est excellente dans 15 ans, mais qui est complètement débile actuellement. Mais Moi, je pense que c'est un suicide stratégique. Parce qu'on est dans une technologie qui est immature. Mais aujourd'hui, tu as besoin du retail, du mec, du dégène qui va utiliser ton produit. Mais il y a deux choses à ça. Jean-Michel de la compta, tu vois, il s'en fout de la blockchain. C'est pas lui qui décide, Mais de toute façon. Il y a deux choses à ça. La première, c'est que dans les fondateurs de... Je sais pas si je devrais dire ça, c'est semi-public. Dans un des fondateurs, pas le gars actuel qui s'en occupe, mais un des fondateurs, il y en a un qui fait partie de la secte mormon. Ah, ça y est, ça commence. C'est vrai qu'on est sur la chaîne de Capet. Non, mais... Moi, je suis tombé sur quelques-uns de tes streams un peu comme ça. Secte mormon et des histoires qui virent à des trucs, je vais même pas prononcer le mot, mais vraiment crado. Donc lui, il a sauté. En plus de ça, ce gars en question, lui, il était vraiment en mode on lève des fonds en fait. Tu vois. Bon, il n'était pas trop dans la blockchain, il était dans le levée de fonds parce que Tezos, c'est une des plus grosses ICO historiques. Hein. C'est 66 000 bitcoins levés, plus énormément d'Ether, c'est énormément d'argent. Et ensuite, reste la personne qui s'en occupe, je crois que c'est Arthur, qui est quelqu'un de très technique. Et lui qui a un peu cette épée de Damoclès de la SEC qui a attaqué direct parce qu'ils ont tellement levé d'argent que la SEC les a dans le viseur. Donc ils sont un peu en mode, si on y va trop fort sur la com retail, il y a moyen qu'on se fasse casser le dos par le régulateur. Donc on préfère la jouer instit, build avec de l'instit, plutôt que d'avoir les problèmes. Moi, je suis pas un mec intelligent. J'ai des principes simples. Il y a un truc dans la crypto qu'il faut pas faire, c'est louper son bull market. Tezos a foiré son bull market. Ils étaient pas en Ligue 2, ils étaient dans les gradins
dans ce bull market, il s'est rien passé, ils ont pas du tout chopé l'attention. Et en fait, t'as pas le droit, enfin, t'as pas l'occasion dans la crypto de faire 50 tours de manège, quoi. C'est soit tu réussis ton cycle, t'arrives à choper une communauté. Dans le cycle suivant, les gens seront passés à autre chose, quoi. Mhm. Qui va aller s'intéresser à un truc qui a fait une ICO en 2016-2017, quoi. Mhm. C'est terminé. Regarde Nano. Je comprends Il ton y, a point des, de il vue. y a des gens qui nous regardent qui connaissent Nano. Je peux vous dire qu'en 2016, Tu parles de XRB? je sais pas si ça a changé. Ouais, enfin, Mais tu c'est parles de un- Nano, la blockchain sans frais. Ouais. Ouais, je connais bien, j'ai perdu la moitié de mon folio là-dessus. Voilà. Et est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Neo, le Ethereum chinois? L'Ethereum chinois. Ah bah, on nous en parlait en 2016 et 2017. Hein. Antshare, vous connaissez Antshare? Antshare, bah c'est l'ancien nom de Neo. Voilà, c'est pareil. Et comment ça s'appelait? Ardor? Ah oui, ouais, avec l'aigle là Ouais. en logo. Mais ils se sont rebrand, je crois. Bref. Mais tout le monde s'en fout. Ouais. Donc, c'est Ouais. normal. Il ne faut pas foirer son bull market, les amis. C'est parce que une fois que tu as loupé ton tour de manège, le manège il repasse pas. Hein. Mm. Donc, tu as un cycle quand tu lances un truc pour avoir un peu une place dans le temps de cerveau disponible des gens. Et ça veut pas dire que si tu y arrives, tu vas exploser tout de suite, mais au moins tu pourras progresser à partir de là. Mais si tu loupes ton bull market, laisse tomber, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, on est passé à autre chose. Komodo, en vrai, c'était bien. C'était Hein. de la frappe. Hein. C'était vachement bien, Komodo. Hein. Mais voilà. Mm. C'était La un seule fork chose du à Zcash. faire, ne pas foirer son bull market. C'est un fork du Zcash. Si vous avez un coin dans votre portfolio qui a foiré son bull market, passez à autre chose. Et voilà, c'est l'avis de Marc. Hein. On vous dit pas que c'est pas une science infuse. C'est ça. On lui a demandé son C'est mon avis, opinion. il nous répond. Voilà. Et du coup, je vais challenger sur ceux qui vont jouer plus la modularité, type Celestia ou C-Network qui est sur Cosmos et qui aura ses propres roll-up aussi. Moi, je connais pas assez bien pour avoir une opinion là-dessus. Ok. Vraiment, j'ai survolé. Comme j'ai dit, hein, quand on spécialise, on peut pas être expert en tout. Et donc, je m'y connais pas assez pour avoir une opinion. Voilà. Bon, Tezos, eux, ils vont la jouer roll-up centrique. BNB Chain vont la jouer roll-up centrique aussi. Et Celestia aussi. Alors la différence, c'est que Celestia a un petit coup d'avance sur le côté data availability sampling. Je sais pas si ça te parle. Donc le principe, c'est qu'en fait, tes roll-ups sur Celestia vont vérifier une partie des blocs de Celestia, mais pas entièrement le bloc, et de manière probabiliste, vu que tout le monde va chacun vérifier une partie, et ben tu peux avoir des blocs extrêmement gros et avoir des générateurs de blocs ultra centralisés, mais par contre la vérification de blocs, elle est très décentralisée. Et c'est comme ça que Celestia fonctionne. Donc on est sur du big block pour du data availability, et après toute la partie exécution, elle est déportée au niveau des rollups. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup. Moi, je pense que c'est intéressant. Après, voilà, il faudrait que je m'y penche. Malheureusement, il y a tellement de choses. Hein. Et Nous, on fait ça à temps plein. Mm. C'est ça qui est... Moi, vous m'impressionnez, les gens qui regardent l'émission, parce que avant, j'avais un boulot en plus de la crypto et j'avais, comme tout le monde et comme certains d'entre vous, les deux écrans quand j'étais au bureau. C'est-à-dire l'écran boulot et l'écran un petit peu crypto à droite, que je cachais un petit peu alt-tab quand il y avait le patron qui passait. Maintenant, j'y suis à temps plein et j'arrive pas à suivre, quoi. Mm. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font 40 heures par semaine de complètement autre chose et qui trouvent quand même le temps de raccrocher les wagons et de suivre sur plein de trucs. ouais, c'est vrai. Hein. Bravo hein, de faire votre devoir, hein. C'est pas facile. Hein. C'est clair. Hein. Bah moi, je le vois bien. Hein. J'ai commencé sans meuf. À partir du moment où ma femme est rentrée dans ma vie, c'est vrai que j'ai levé le pied parce que, en fait, tu t'arrêtes jamais. Ah oui, oui. Quand t'es tout seul, t'es devant ton téléphone et à minuit, t'as un truc qui pop sur Twitter. Alors, soit c'est pour spéculer, soit c'est pour apprendre les fondamentaux, soit les deux. Et en fait, tu t'arrêtes jamais. C'est maladif, quoi. Et au bout d'un moment, tu lèves un peu le pied parce que tu t'empoisonnes. Surtout quand tu pars en bear. Parce que tu perds des sous. Les gens, ils balancent plus de news. Et t'es en mode, mais tout le monde nous a lâché, en fait. C'est fini ou quoi, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est très, très pesant. C'est très, très pesant sur le cervelet. Le fort qui dit on se lasse pas. Est-ce que tu as des pauses dans ton Twitch? On peut faire une mini-pause, bien sûr. On peut faire une mini-pause. Moi, je pense que c'est le bon moment pour passer dans le setup gaming. On va passer dans le setup gaming. Je veux juste une dernière question pour toi, rapidement. Bon, tu as dit que tu tradais pas. Est-ce que tu as quand même des bagues pour t'amuser? Et quels sont-ils, si tu peux nous en parler?
Bah, on fait ça après la pause pipi. Après la pause pipi. Bah, tu peux y aller. Ok. Tu peux y aller, je meuble. Tu sais où c'est. Prends ton temps. À tout. À tout de suite. Pause pipi, ça urge. Visiblement, ça urge, tout à fait. En tout cas, j'espère que le live vous plaît, les potes. Le but, c'était pour cette première édition de parler de DeFi. Pour la question de Chainlink, on va lui poser pendant la partie gaming. Donc, gardez vos questions, on coupe pas. Moi, j'ai préparé ce qu'il faut. En tout cas, je suis content parce que on avait vraiment des problèmes techniques. Hein. J'ai reset mon BIOS, ça n'a pas réglé les problèmes techniques. J'ai enlevé des trucs en USB, j'ai changé des trucs, j'ai testé plein de trucs et ça marchait pas. Au final, là, j'ai désactivé la prévisualisation d'OBS, c'est-à-dire que si je vois le retour, ça bug. Si je vois pas le retour, ça bug pas. Mais Dieu merci pour la webcam, je peux voir le retour différemment d'OBS, donc du coup, pas de souci. Pour ce qui est de la partie gaming, bah, j'ai préparé Harry Potter et la manette en fait. On va jouer en 4K et pareil, tout à l'heure, sans rien toucher. En 4K, juste le jeu d'ouvert, ça buguait pas. Dès qu'il y avait OBS, il y a tout qui buguait. Alors on a bloqué les FPS super bas, comme ça, le processeur carte graphique, on les stresse pas et on va pouvoir, en gros, on va jouer à Harry Potter et on va parler crypto en même temps. Parce que Marc est pas un gamer de fou à s'en tuer comme moi, mais il est gamer quand même et du coup, ça va être l'occasion. La rediff sera bien entendu disponible sur la chaîne de Coin Academy, je vais vous la mettre tout de suite dans le live. Attendez que je charge. Hop, Coin Academy. Voilà, on est quasiment aux 5000, les potes. D'ailleurs, je devais publier une vidéo cet après-midi, mais j'ai fait trop de trucs en même temps. Bon, on la publiera demain, c'est pas grave. On la publiera demain. Hop, voilà. Là, vous voyez la chaîne, normalement. Donc, je vous la laisse dans le chat. Il y aura la rediff. Vu que ça va être un format un peu long, je pense que je vais la découper en plusieurs capsules de, je sais pas, 1h, 30 minutes. On balancera plusieurs vidéos sur des sujets clés. Ce sera peut-être plus sympa à consommer qu'un gros morceau. À voir. En tout cas, je te propose qu'on enchaîne sur Harry Potter. On voit le chat, on voit le jeu, on vous répond, on continue de parler crypto. C'est juste qu'on passe un peu en mode gaming aussi, quoi. Moi, je kiffe. Hein. Pour ceux qui suivent un peu, je rêve de lancer ma chaîne gaming, mais j'ai essayé un petit peu et en fait, les gens veulent que me parler de crypto. C'est un peu une frustration pour moi. J'aimerais bien juste jouer et kiffer. Donc, je t'admire pour ça, Capet. Alors, on va parler de la réalité du marché avant de lancer le jeu. La réalité du marché, c'est que si je parle de crypto, que je parle de mes bagues, de mon expérience, machin, truc, d'une, je vais faire 3 fois plus de viewers. Et de 2, petite optimisation, c'est que quand tu fais une image fixe, genre une webcam comme ça actuellement ou un partage d'écran, tu peux envoyer une connexion ridicule. T'envoies 2000 de débit, un gars il a la DSL, il te suit, même en qualité source. Mais dès que tu fais du gaming avec un peu de haute résolution, etc., tu es obligé de bombarder en débit. C'est pour ça que là, exceptionnellement pour ce live, je bombarde en débit parce que je savais qu'il allait avoir le gaming derrière. Et le problème, c'est que tout le monde n'a pas la connexion pour suivre. Et tu as plein de gens, en fait, si ça bug, ils se cassent. Ah ouais. Donc tu as un impact viewer d'une parce que le gaming les intéresse pas, ils préfèrent que tu leur dises qu'est-ce qu'il faut acheter, même si tu leur dis c'est pas un conseil d'investissement, les gars ils sont comme des oufs. Tu peux leur dire 15 fois, ils sont quand même comme des oufs. Et de 2, il y a le problème du débit. Voilà, il y a le problème du débit, puis quand tu joues, t'as pas la tête dans le chat à toutes les 2 secondes, etc. Donc c'est pas pareil. Les gens qui réussissent dans le gaming, c'est soit des très bons joueurs, soit des personnages exceptionnels. Mais généralement, ils en ont rien à secouer du jeu, les gens. Ce qu'ils veulent, c'est du skill et du personnage. Moi, je suis, et certains que je reconnais dans le chat aussi, un ami de CM à la base. Je crois que c'est pas lié à la crypto. En voilà une bonne nouvelle. Qui s'appelle Mades. Et moi, je kiffe ces trucs. Alors, c'est pas un grand joueur. Bon, je le salue quand même. Hein. Mais voilà, il a un style et on y va juste. Et il parle pas de crypto du coup. Et on y va juste parce qu'on aime bien son style, ses blagues et la communauté qu'on s'est créée. Et c'est un peu le rendez-vous. Et c'est un streamer gaming qui s'est retrouvé avec une communauté un peu crypto par hasard. Ouais, mais ça va ensemble. Hein. Et c'est trop cool, quoi. Ça va ensemble. Du coup, alors, t'as quoi dans tes bagues? Pas de l'Ether, ça va choquer personne. Du AV, ça vous choque ou c'est comment? Ça va, Ether AV, ça me semble logique. Pour l'instant, ça va.
Du Ether, pas beaucoup, puisque moi je les stack mes Ethers, donc j'ai plutôt du stack Ether. Et pareil, mes AV, je les stack, donc j'ai du stack AV. Et après, bah, j'ai d'autres trucs. Mes adresses, elles sont publiques, hein, donc les gens ils savent. Donc a priori, vous avez qu'à suivre sur des banques, comme tout le monde. Je crois que je suis dans le top 10 des gens les plus suivis sur des banques. Voilà, très bien. Et ben, merci beaucoup. Et depuis tout à l'heure, on me posait la question, est-ce qu'on peut voir comment AAV dépense pour du Chainlink? C'est quelque chose qu'on peut traquer ou pas? Alors actuellement, non. Pourquoi? Parce que c'est la AV Company qui paye. Et historiquement, c'est comme ça. Parce qu'au début, le revenu d'AV c'était zéro, donc ça aurait été compliqué de payer Chainlink avec l'ADO. Ouais. Mais par contre, là, il y a des discussions en ce moment qui commencent sur le fait que la AV Company a payé pendant 3 ans. La DAO commence à gagner de l'argent, enfin a gagné 65 millions sur ces 2 dernières années et quelques, même plus maintenant. Il est temps de payer ses propres factures. C'est ça aussi la décentralisation. Tu vois, il n'y a pas que des bons côtés. C'est qu'au bout d'un moment, faut passer à la caisse. Et du coup, la compagnie et Chainlink, bah, ils vont pas tout arrêter du jour au lendemain. Mais je pense qu'au cours de l'année 2023, il va y avoir au fur et à mesure une prise en charge par la DAO du coût des price feeds de Chainlink. Et donc à ce moment-là, bah, le prix sera public, quoi. Yes. Puisque vous pourrez voir directement sur le smart contract combien va à Chainlink depuis la DAO. Alors attendez, je nous mets en mode webcam. Il y en a un qui m'a dit dans le chat, qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu optimiser Steam. Oui, je devais sortir une vidéo, mais à cause des problèmes techniques, je ne l'ai pas fait. Alors je vais sortir la vidéo en live. Comme ça. Ça, c'est cool. Comme ça. Je devrais publier une AIP en live aussi, tiens. Ouais. Ça, ce serait Bah, cool. en tout cas, tu es le bienvenu chez nous, même avec Picsou en tripartie ou d'autres, ça peut être cool. Je vérifie juste. Ok, optimiser. Faut que je change d'URL. Excusez-moi, les gars. Je peux enlever WhatsApp, c'est bon. Donc à partir du moment où j'ai enlevé WhatsApp, il n'y a plus rien à cacher. Normalement, vous voyez. Mon YouTube Studio, mes revenus, tout, voilà, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les revenus, vous les verrez même pas. Mais voilà, optimiser Steam, regardez. C'est la bonne ou pas? Oui, c'est la bonne. Faut juste vérifier que la monétisation est activée pour prendre l'argent des abonnés. Moi, je découvre ça parce que la chaîne CM, je gère rien du tout dedans. Donc, faut dire que c'est éligible. Faut mettre une outro. Vérifier que l'outro, on est bon. Donc on l'est, on peut même étirer un petit peu. Voilà, avec lien cliquable. Petite astuce, moi j'ai mis un domaine, j'ai enregistré mon domaine Capet sur ma chaîne YouTube, comme ça je peux faire des redirections. Et comme ça je redirige sur mes configs PC. Voilà, ça fait un petit complément de revenu. On a dit c'était le live à la bonne franquette. Hein. Et ensuite, je vérifie que tout est bon. Là, tu publies d'abord en non répertorié. Ouais, histoire je de checker. Je vérifie, ouais. Parce que quand c'est en privé, tu peux pas voir l'outro. Bon, optimiser Steam, RAM. Voilà, c'est bon. On est bon. Je vérifie juste que le monteur m'a corrigé le problème. Nouveau tuto aujourd'hui, on va optimiser Steam. Vous êtes les premiers dans le monde à regarder la vidéo là. Ouais, vous avez une exclusivité monde. C'est un tuto pour vous expliquer comment faire en sorte que Steam consomme moins de processus, moins de RAM. Ça m'intéresse. Voilà, donc là on est à 300 MO, là on a 10 processus, c'est ça. Après optimisation, c'est ça, 180 MO, 3 processus, c'est ça. Donc c'est bon, parce que tout à l'heure il m'avait inversé les trucs et les gens ils sont tatillons sur les détails, donc on a fait 3 fois la vidéo avant que ça parte. Ok, bah écoutez, on est bon, visibilité publique, vous la regarderez après le live. Vérifie que c'est tout bon. Optimiser Steam. Voilà. Discord, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, un petit everyone. Voilà. Et après, on va pouvoir passer en mode gaming, les gars. C'est du boulot, tout ça. Hein. C'est du boulot, mais franchement, c'est que du kiff.